Donc, je vous avais donné un article qui s'appelait « Influence de la stratégie analgésique sur la fonction respiratoire ». Après, chirurgie thoracique pour lobectomie. Donc, comme vous le voyez juste au-dessus, c'est un article qui était publié en 2007 dans les Annales françaises d'anesthésie et réanimation, qui est donc un journal français d'anesthésie et réanimation. C'est bien évidemment d'impact factor moindre que les journaux anglo-saxons d'anesthésie et réanimation. Néanmoins, c'est un journal qui est tout à fait correctement réalisé avec un vrai comité de relecture, donc on ne laisse pas non plus passer n'importe quoi dans ce journal-là. Donc, vous verrez que à chaque fois, la première chose qu'on vous demande, c'est faites un résumé structuré de cet article en 250 mots maximum, grille à l'appui. Je ne vais pas revenir sur qu'est-ce qui compte pour un mot, qu'est-ce qui compte pour deux mots, est-ce que l'article, si c'est un L apostrophe, si c'est un le ou un la, allez sur le site du CNCI, tout est très bien explicité, c'est comme ça que c'est fait. Donc vous embêtez pas, bien évidemment P égale 0023, c'est un seul mot, tout accroché, vous avez le droit de le mettre dans la même case. Les exemples sont multiples et nombreux sur le site du CNCI, c'est très bien fait. Alors par contre, sur la structure du résumé, vous devez respecter la structure de l'article. Alors j'ose espérer quand même que vous donnerez un article qui a la structure la plus classique, introduction, matériel et méthode, résultat, discussion, conclusion. Si jamais il y a un gros truc différent, ça arrive par exemple à un certain nombre de journaux ont le matériel et méthode à la fin. Vous avez introduction, résultat, discussion, conclusion et le matériel et méthode à la fin. À ce moment-là, vous le respectez. Est-ce qu'il faut l'écrire? Honnêtement, moi je pense que oui. Pour structurer, effectivement, comme vous avez une grille, en plus vous ne retournez pas à la ligne. Donc vraiment pour soulager la lecture, écrivez introduction, c'est qu'un mot. Matériel et méthode, c'est 3 mots, mais vous mettez juste méthode ou matériel, ça c'est vraiment vous êtes limite en nombre de mots, mais il faut l'écrire pour clarifier le truc. Après, je suis d'accord que si vous êtes bon dans ce que vous écrivez et que vous avez compris le concept, normalement, il n'y a pas besoin de le mettre, on comprend bien que c'est fluide et qu'on passe de l'un à l'autre. C'est vrai que si vous aviez une écriture libre, vous pourriez aller à la ligne. Là, comme vous ne pouvez pas, honnêtement, mettez-le. Alors, introduction, objectif, introduction, c'est souvent l'objectif ou le but de l'étude arrive à la fin de l'introduction. L'introduction est là pour situer le sujet dans le contexte de la littérature. Dire en quoi, voilà ce qui existe, voilà les données qu'on sait, voilà ce qu'on connaît, et voilà moi ce que je cherche à montrer. Alors ne vous étonnez pas aussi, vous aurez certains articles, surtout c'est encore plus vrai dans les articles scientifiques, plus de sciences fondamentales que les articles de recherche clinique. Mais bon, à la limite, peut-être qu'on pourrait vous donner un article sur la fonction du lymphocyte, machin, vu qu'il y a des trucs d'immuno au programme. Là, ne vous étonnez pas, il y a un certain nombre de cas où le résultat principal, le truc qu'on attend et qu'on veut lire tout l'article pour ça, il arrive à la fin de l'introduction. C'est-à-dire qu'au lieu, il vous donne la situation scientifique du sujet, et au lieu de dire nous cherchons à démontrer que la péridurale réduit le temps de désaturation nocturne, ils vous disent et dans cette étude, nous avons montré que la péridurale réduisait le temps de désaturation. Dites pas c'est un gros biais méthodologique, machin chose. Non, il y a certaines revues qui demandent ça à ce moment-là, parce que si ça vous intéresse, vous arrêtez là. Si ça vous intéresse pas, vous arrêtez là. Si ça vous intéresse plus, vous lisez tout l'article pour montrer comment ils ont fait. Et donc après, vous respectez les choses. Donc voilà, introduction, c'est je situe d'une phrase, et objectif, but, c'est vraiment, voilà. Donc, vous pouvez allier les deux en une phrase. La péridurale est couramment utilisée alors que nous ne savons pas, machin chouette. L'objectif de ce travail est de démontrer que. Patient, méthode, voilà, donc résultat, brut, on n'interprète pas. Alors, est-ce qu'il faut mettre une phrase de discussion dans le résumé? Pas sûr, pas obligé. Vraiment, si vous avez de la place, ou s'il y a vraiment un point important dans la discussion, vous êtes la première chose à montrer qu'eux, ou alors vous êtes en opposition complète avec toute la littérature. D'accord, là oui. Si les auteurs vous ont spécifié ça. Là, en l'occurrence, vous verrez dans le corrigé, on va pas refaire la corrigé du résumé. Voilà, c'est le résumé que les auteurs ont proposé à la revue, qui, certes, c'est une revue française, mais c'est quand même le meilleur résumé quasiment possible, puisque c'est celui qu'ils ont fait, et c'est les meilleurs au courant d'eux, et qui a été accepté par la revue et les reviewers. Donc, on peut difficilement faire mieux, donc vous verrez qu'il n'y avait pas de discussion. Il concluait directement toute phrase. Donc, on va passer aux questions. Première question, de quel type d'étude s'agit-il? Expliquez succinctement chacun des termes qualificatifs employés. Donc j'ai dit qu'il s'agissait d'un essai thérapeutique, prospectif, monocentrique, en pair protocole, avec appareillement non randomisé, non en double aveugle et donc évidemment non en ITT. D'accord.
pour définir les termes, donc j'ai dit que essai thérapeutique, c'était comparaison entre un groupe traitement et un groupe témoin qui reçoit le gold standard ou un placebo. Prospectif, une étude dans le temps, on suit suivi d'une population dans le temps de façon prospective. Donc là, je ne sais pas trop comment dire. Oui, c'est en allant vers c'est l'avant. compliqué. Oui. Monocentrique, c'est que la population cible provient d'un seul centre. Appariement, c'est que pour chaque cas, on choisit un témoin avec des variables de confusion identiques. Randomisé, c'est répartition aléatoire de la population entre deux groupes. Double aveugle, c'est ni médecin ni patient ne savent le protocole suivi. ITT, c'est inclusion dans l'analyse statistique de tout patient inclus. Per protocole, c'est analyse en fonction du traitement effectivement reçu. D'accord. Il y a un élément de ta réponse qui me gêne, qui est l'essai thérapeutique. Parce que essai thérapeutique, ça suppose interventionnel. C'est-à-dire qu'on va tester, ou contre un placebo, ou contre un traitement de référence, l'intervention de mon nouveau médicament, ma nouvelle stratégie diagnostique, mon nouveau truc. Je décide de faire l'angioscanner versus l'angiographie, je dis la statine A versus la statine B, etc. C'est interventionnel. Alors là, c'est une étude observationnelle. Alors là, il ne fallait pas chercher midi à 14h. Hein. C'est exactement la première phrase du paragraphe 2. Il s'agit d'une étude prospective, observationnelle, comparative, monocentrique, non randomisée. Ils ne disent pas quel type d'étude c'est. Ils ne disent pas si c'est un cohorte, un témoin, ou autre truc. Bah, c'est une étude prospective. Donc ça ne peut pas être un cas témoin. Donc c'est une étude de cohorte. Après, cohorte, ça ne peut pas dire grand-chose. Une cohorte, elle peut être randomisée ou non. Et elle peut être de grande puissance ou non, une étude de cohorte. Donc là, en l'occurrence, une étude prospective, forcément, comme on va revenir sur la définition et qui est un peu compliquée avec le temps vers l'avant, tout ça, c'est qu'on va prendre des gens et qu'on va les suivre dans le temps. Donc c'est forcément une étude de cohorte. Et si, quand même, tu avais un doute, tu vois la façon dont ça se déroule après, et tu as des critères d'inclusion de tes patients, de ton échantillon, de ta cohorte. Donc c'était mis là, et puis c'était mis aussi juste avant. Donc pour revenir sur ce que je vous disais, il y a l'introduction, tout le premier paragraphe, c'est je situe mon sujet. La chirurgie de réaction pulmonaire, ça associé à des problèmes. On a la PCA, on a la péridurale. Néanmoins, la PCA, c'est pas suffisant pour l'analgésie dynamique, c'est vrai. C'est-à-dire que la PCA, ça marche bien quand le malade est au repos, mais dès que vous voulez faire de la kiné après une thoracotomie, ça marche pas bien, etc., etc., etc. Donc voilà, et on arrive sur la survenue des périodes de désaturation nocturne représente un autre aspect de la dysfonction respiratoire pour laquelle peu de données comparatives disponibles existent. Juste par rapport au type de l'étude. Attends, je finis ça. Puis donc, le but de l'étude prospective observationnelle, donc là il nous le remettait, enfin il nous mettait pour la première fois, était la comparaison de la PCA et de l'analgésie péridurale thoracique quant à leur influence sur la fonction respiratoire. Donc ça, vous, dans votre résumé, c'est clair que ça, vous le condensez en une phrase, mais il faut que ça apparaisse. But. Donc il s'agit d'une étude prospective observationnelle comparative monocentrique non randomisée. Alors, on revient sur les termes et puis après je réponds à des questions. Alors d'abord une étude prospective. Donc effectivement, c'est une étude longitudinale, donc ça s'étire dans le temps, c'est longitudinal. Et en fait, la façon la plus élégante de dire que ça va vers l'avant, c'est de dire que le recueil des données se fait après l'inclusion, au fur et à mesure du déroulement du temps. Dans le rétrospectif, vous incluez, mais le recueil des données, certes, vous allez le faire après l'inclusion, mais le recueil de données se fait sur des données a posteriori, sur des données avant. Alors que là, vous incluez et vous recueillez des données sur ce qui se passe après, donc au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc je vous le redis, vous verrez dans le corrigé, c'est une étude longitudinale avec un recueil de données après l'inclusion, au fur et à mesure du déroulement du temps, à l'inverse d'une étude rétrospective, elle, qui s'attache à recueillir des données dans le passé, alors ou dans le dossier, si vous n'avez pas de chance, ou dans des bases de données, quand vous avez de la chance, c'est qu'il y a des choses qui ont été informatisées. D'accord? Observationnel. Alors c'est là où, avec ces thérapeutiques, moi, ça m'embête un petit peu. Donc une étude observationnelle, c'est une étude qui s'attache à observer, comme son nom l'indique, et à décrire l'effet d'une technique ou d'un facteur de risque, mais sans intervention. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer la prise en charge, vous n'allez pas introduire de nouveaux traitements, de nouvelles thérapeutiques, vous allez juste observer ce qui se passe. Avec ce qui est fait, et si vous n'étiez pas là, rien ne serait différent. Quand vous testez la statine A ou la statine B, si vous n'étiez pas là, on ne donnerait pas la nouvelle. Une étude observationnelle, si vous n'étiez pas là, ça se passerait exactement de la même façon. Donc, étude s'attachant à observer et à décrire l'effet d'une technique ou d'un facteur de risque sur un paramètre sans intervention. Ce type d'étude s'oppose aux études interventionnelles où là, on modifie les paramètres ou les facteurs de risque ou les traitements afin d'en évaluer les conséquences. D'accord? Bon, comparative, facile, ça veut dire qu'il y a deux groupes et qu'on va comparer l'un à l'autre. Une étude observationnelle, ça peut être sur un seul groupe. Moi, je veux connaître les notes à l'internat de votre promo. Je vous prends, c'est une cohorte, je vous suis de façon prospective et je recueille vos notes dans 8 mois.
et voilà, j'ai un groupe. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est d'être comparatif, le groupe qui a suivi les confs, celui qui n'a pas suivi les confs. C'est deux cohortes prospectives. Est-ce que c'est interventionnel, est-ce que c'est observationnel? C'est observationnel. Après, si je veux tester l'effet d'avoir une conf avec moi de LCA sur votre note, ça c'est l'intervention. Mais si c'est juste, je prends deux cohortes, une qui a eu la conf, une qui n'a pas eu la conf, je vous suis, je regarde ce qui se passe à la fin, c'est une étude observationnelle. Donc comparative, facile. Monocentrique, tu l'as très bien dit, c'est une étude qui se déroule dans un seul centre. Tous les patients inclus sont originaires du même hôpital, pris en charge par la même équipe. Non randomisé. Alors, tu m'as défini randomisé. J'ai dit que c'était non randomisé, et donc après j'ai terminé le terme randomisé. J'ai défini le terme que j'avais utilisé, randomisé. À ce moment-là, défini non randomisé. Oui. Donc ce n'est pas tiré au sort. Quand tu dis non en double aveugle, tu me définis double aveugle. Voilà, donc tu vois, il faut être cohérent. Donc si ce n'est pas randomisé, ça veut dire que l'attribution du groupe ne se fait pas par tirage au sort. Ça se fait par une autre raison, ce qu'on veut, on va voir quoi, mais ça ne se fait pas par tirage au sort. Donc en l'occurrence ici, il y avait le souhait du patient, la compréhension de la technique, etc., etc. Il le disait un peu plus loin. Et alors effectivement, bon là moi je l'ai rajouté en nota bene parce que, bon, on pourrait dire... Après, il y a tous les critères négatifs. C'est pas du double aveugle, c'est pas du ci, c'est pas du ça. Bon. Donc effectivement, c'était pas du double aveugle. Après, je sais pas si citer toutes les choses négatives pour être côté. Mais bon, c'est l'occasion d'insister sur l'aveugle et le double aveugle. Effectivement, quand on est en simple aveugle, c'est-à-dire que le patient n'est pas au courant de ce qu'il a tiré. Quand on est en double aveugle, c'est que ni le patient ni le médecin qui le donne ne sont au courant. En général, c'est surtout vrai pour les interventionnels. Un peu moins pour l'observationnel, puisque, a priori, comme on va suivre le groupe et qu'on va juste contenter d'observer sans faire d'intervention, l'aveugle n'a plus beaucoup d'intérêt. Tu avais une question? Moi j'ai une question, donc ce qui me choque, au début j'étais parti sur cohorte aussi, mais ce qui m'avait gêné c'était la notion d'appariement pour une étude de cohorte. Je croyais que la notion d'appariement c'était réservé pour l'étude 4 témoins en fait. Non. Non? Non, on peut. Alors. C'est pas normalement pour les cohortes, c'est pas on se remet par rapport à une population virtuelle qui possède une répartition de. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors ça dépend sur quoi tu apparies. Et ça dépend des critères d'appariement. Apparier, ça veut dire. Alors je ne fais pas du randomisé parce que je ne me donne pas les moyens de faire du randomisé. Néanmoins, j'ai quand même pas envie, on va beaucoup en discuter après, que mes groupes soient différents et que je puisse rien en conclure. Donc je vais quand même essayer d'inclure deux groupes qui ne sont pas très différents au départ. Standardisation, c'est ça. Normalement, c'est pas la standardisation qu'on doit utiliser plutôt dans l'étude de cohorte. C'est remettre remettre le résultat après en fonction d'une population standardisée. En l'occurrence, là, ils ne sont pas remis par rapport à une population standardisée, ils sont appariés. Non, tu peux tout à fait apparier une cohorte. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas dire... Alors, en général, tu fais quoi? Tu prends le groupe le plus compliqué à avoir. Donc, celui où tu as le moins de sujets. Donc, si là, tu dis, après tout ça, il y a un quart des gens qui ont choisi la péridurale, tu prends surtout tous tes patients qui ont une péridurale. Et l'autre groupe qui est plus facile à avoir, tu vas l'apparier, c'est-à-dire que alors après, tu choisis les critères d'appariement que tu veux. On va voir avec des exemples absurdes, mais c'est pour bien que ça vous marque après, que c'est jamais aussi bien qu'une randomisation. Et que la seule façon d'éviter les biais de sélection, c'est une randomisation, puisque là, comme on tire tout au hasard, la probabilité de répartition de tout est identique à la pièce jetée en l'air. Alors que l'appariement, certes, vous allez être pareil dans les deux groupes si vous avez correctement apparié, que vous avez correctement déroulé votre étude, vous allez être pareil sur les critères d'appariement, mais sur tous les autres, pas forcément. D'accord? On va en reparler un petit peu plus loin de l'appariement. On passe à question 2. Alors, question 2. Discutez le choix des critères d'exclusion choisis par les auteurs. Donc, c'était mis dans le paragraphe 2.2. Et à votre avis, aurait-il été acceptable de choisir les mêmes critères si le but principal de l'étude avait été d'étudier l'efficacité analgésique et l'indice de satisfaction des patients? Les critères d'exclusion, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je les avais cités, je ne sais pas s'il fallait les reciter. Les reciter tous, surtout quand on vous dit qu'ils ont le paragraphe 2.2, c'est qu'a priori, on sait où qu'il faut les chercher. Donc, c'est un peu perdre du temps. Donc, à la question, est-ce qu'il était acceptable de choisir les mêmes critères, j'ai répondu non. D'accord. Tu vas nous expliquer pourquoi tout de suite, mais tu ne nous les discutes pas, là. Ah oui, c'est vrai. Il y a marqué de les discuter. Je peux les discuter. Alors, ce que je te propose, c'est de les discuter, moi, et puis après, ça va t'argumenter. Alors, la réponse était non, hein, c'était pas acceptable, mais ça te donnera du biscuit. Ça me fait penser à quelque chose. Faut-il faire le résumé avant, les questions après, les questions avant, le résumé après? Moi, je vous conseille de faire d'abord les questions. Comme ça, vous serez sûr d'avoir bien compris tout ce qu'on attend de vous, de ne pas vous méprendre dans l'interprétation, et donc de faire un résumé correct. Parce qu'imaginez, vous faites un résumé, puis en fait, vous vous rendez compte à la question 7 que vous avez vachement mal compris le tableau, et vous devez faire votre résumé, c'est les boules.
Alors, les discuter, c'était facile parce que vous avez vu remarquer, enfin, pas de bol puisqu'il y a une petite erreur de mise en page, mais il y a 2 paragraphes dans les critères d'exclusion. Le premier commence à les critères d'exclusion comprenaient l'existence d'une cardiopathie, et finissait par une incapacité de la personne à comprendre la technique analgésique. Point, à la ligne. L'objectif principal étant l'évaluation. On est en train de citer des critères d'exclusion, et là déjà ils essayent de nous enfumer, il faut le dire clairement, puisqu'ils nous disent. Alors, maintenant attention, hein, comme l'objectif principal était de on s'est permis aussi d'exclure l'échec de la pause, l'absence de bloc sensitif, le retrait accidentel, jusqu'à la fin du paragraphe. D'accord? Donc là, il faut que vous, ça vous alerte. Parce que si vous avez des critères d'exclusion homogènes, ils sont tous à la ligne et point barre et on passe au paragraphe suivant. Là, ils font 2 paragraphes et en plus, ils prennent soin au début du deuxième paragraphe de nous enfumer en disant « Criez pas tout de suite, je vous explique pourquoi on a fait ça. » Alors, les premiers, ce que moi j'ai appelé les critères d'exclusion intrinsèques, avoir une cardiopathie, stade NYHA3 ou 4, l'allergie, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance hépatique, c'est des critères d'exclusion classiques, c'est tout à fait justifié, pertinent, c'est le cas partout, là, il n'y a rien à dire. Effectivement, alors, encore une fois, qui sont en rapport avec ce qu'on étudie, mais si vous avez une cardiopathie stade 4, et que vous avez une lobectomie, vous n'allez pas en salle, vous allez en réanimation, et c'est plus les mêmes patients. Et puis, c'est plus la même prise en charge, il y a plus d'infirmières, plus de kinés, donc vous ne pouvez pas les comparer avec votre NYHA1 qui va en salle au fond de son lit, qui ne voit personne pendant 2 jours. Donc, forcément, il faut les exclure. Ou alors, il faut en mettre le même pourcentage, enfin, ou alors il faut faire des stratifications. Mais bon, donc on a le droit de les virer. Ceux qui sont allergiques aux anesthésiques locaux, c'est une évidence, on ne va pas leur faire de péridurale. Idem, ceux qui sont intolérants morphiniques, vice-versa, on ne fera pas de PCA. Donc ça, tout ça, ils ont le droit. Ceux qui sont insuffisants rénaux chroniques, oui, parce que ça modifie quand même pas mal les volumes de distribution, l'efficacité des morphiniques, les doses qu'on peut utiliser. Bon, donc c'est à nouveau plus la même population. Et enfin, pareil pour les insuffisants hépatiques, c'est la détoxification des médicaments. Donc ça, c'est classique, ils ont droit, ok, ça, on a le droit de le faire tout le temps. Cela dit, je fais une parenthèse, faites gaffe, vous, si l'étude va vous servir dans votre pratique clinique après, si vous travaillez dans un service où vous êtes hôpital de référence de la prise en charge de la néphropathie chronique et que vous avez que des insuffisants rénaux qui sont opérés de lobectomie parce qu'il n'y a que chez vous qu'on sait le faire, bah, est-ce que cette étude va vous servir? Pas sûr, ils étaient exclus. Donc on ne sait pas si chez vos patients ça fait la même chose. Ça c'est pour votre interprétation à vous, mais ça peut être pertinent si on vous pose en dernière question, sachant que vous êtes dans un centre d'insuffisants rénaux, est-ce que vous achetez l'étude? Attention, vous pouvez répondre d'emblée non, parce que moi mes patients ont été exclus dès la 2e page. Deuxième groupe de critères d'exclusion. On va sauter la phrase d'enfumage, là. Ainsi, l'échec de la pause. Donc, ils n'ont pas réussi à mettre bon, j'espère que ce n'est pas l'échec de la pause d'une PCA, donc on va dire que c'est l'échec de la pause d'une péridurale. Donc, ils n'ont pas réussi à mettre la péridurale. Ce qui peut arriver, même quand on est très bon. L'absence de bloc sensitif. On l'avait mis, puis bon, elle n'est pas tout à fait au bon endroit, ou je ne sais pas quoi, puis il n'y a pas de bloc. Ça fait mal. Le retrait accidentel de la péridurale, la déperfusion accidentelle, l'échec des mesures de SAT ont été exclus. De même, ceux qui avaient une complication type hémorragie, extension ou inhalation préopératoire. Alors ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut discuter. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Eh bien, ils ont un petit peu le droit, et ils nous l'expliquent eux-mêmes, ils se disent tout de suite de pourquoi ils ont le droit de le faire, mais ils ont le droit de le faire ici, pourquoi? Parce qu'ils nous le disent, l'objectif de ce travail était d'évaluer l'influence de ces techniques sur quoi? Sur des données objectives, qui étaient un chiffre de saturation et une donnée de spirométrie. Ça, on ne peut pas les truquer. Vous avez 92 de SAT et 250 de EMS, c'est comme ça. On ne peut pas tricher pour ces choses-là. Et puis forcément, si votre critère principal, c'est de dire est-ce que ma péridurale améliore mon VEMS, bah, si vous n'arrivez pas à mesurer le VEMS, ou si vous n'avez pas réussi à poser la péridurale, c'est évident que ça ne vous sert à rien, donc on peut les sortir. C'est ça qu'il nous disait dans cette phrase-là. Donc dans ce cas précis, parce que c'est observationnel, pas un truc en intention de traiter, randomisé, tout ça, mais parce que c'est observationnel, et que les critères principaux qu'ils nous donnent sont des critères objectifs, ok, on va accepter leurs critères d'exclusion. Néanmoins, et c'est là où on en revenait à est-ce que ça serait acceptable de prendre les mêmes si on voulait étudier l'efficacité analgésique et l'indice de satisfaction, la réponse là est non. Parce que là, on est sur des critères subjectifs. Imaginez, maintenant, mon critère principal, c'est est-ce que je suis content de l'analgésie que j'ai eue? On fait un questionnaire à la fin, et on peut répondre la péridurale est beaucoup mieux pour la satisfaction du malade en termes de confort, ce qui est intéressant.
Est-ce que vous croyez que si, monsieur, je vais vous mettre une péridurale, je vous torture le dos pendant 3 quarts d'heure et j'y arrive pas, je vous exclue? Bah non. Parce que le malade, il a le droit de dire, putain, j'étais dans le groupe péridural, c'est une daube votre truc. Si je l'exclus, je biaise. Si je me déperfuse accidentellement, c'est peut-être parce que morphinique ou la PCA ou ma lymphangite me faisait tellement mal que j'ai tiré sur le truc. Donc non, je ne l'exclus pas non plus. Idem sur le retrait accidentel, l'échec de la mesure de SAT, à la limite, pareil, il y a quelqu'un qui va vous remettre le capteur toute la nuit parce qu'on n'y arrive pas, pareil, ça vous réveille. Voilà, donc dès qu'on va être sur quelque chose de plus objectif ou de plus global, et pas une mesure objective, on ne peut pas faire ça. Ou alors si on le fait, on a des gros biais. Vous comprenez la différence? Là, effectivement, je veux voir si la péridurale améliore le VMS. Bon, si j'arrive pas à mettre la péridurale, si j'arrive pas à mesurer le VMS, ok, on vous l'accorde, on ne les prend pas en compte. Maintenant, si je voulais voir, toujours en observationnel, mais si mes patients étaient plus satisfaits à la fin, je n'ai pas le droit. Et alors, ne parlons pas du cas où je fais de l'interventionnel. Alors là, j'ai bien évidemment pas le droit d'exclure ça. Parce que c'est comme si vous disiez, je vais tester ma nouvelle statine, mais j'exclus tous les cas de rhabdomyolyse grave. Hein. Bah non. Bien sûr que non. Ok? Donc c'est ça la discussion. Et méfiez-vous, hein, quand il commence, il nous dit attendez, tapez pas tout de suite, l'objectif étant il faut vous dire attendez, là il y a un loup, là, il est en train de se passer un truc, ils sont en train d'essayer de nous avoir. Donc c'est ça la discussion. C'est clair? Ok. Donc si jamais vous avez un peu ce genre de truc qui se représente, pensez-y. Donc bon, les exemples, je vous ai fait un corrigé très détaillé où à chaque fois je donne des exemples. Donc là je vous les ai donnés. Hein, par exemple, l'ablation accidentelle du cathéter péridurale, c'est peut-être parce que c'est pas confortable et qu'on remue dans son lit, que ça tombe. Bon bah si c'était la satisfaction, bah faut pas le compter. Faut le compter, pardon. Si c'était le VMS, peut-être qu'on n'aura pas le compter, etc., etc., etc. Donc on va faire un petit point de méthodologie sur le calcul du nombre de sujets nécessaires. Donc ça c'est en rapport avec la question 3. On redéroulera le dossier complètement, comme ça on verra si vous avez tout compris ce que je vous ai dit. Alors, pourquoi faire un petit point de méthodo sur le calcul du nombre de sujets nécessaires pour une étude clinique? Vous allez me dire, on vous l'a appris, on sait déjà tout, il est chiant, on perd du temps, tout ça. Alors, j'aimerais, si vous savez répondre à toutes les questions qui vont s'afficher là, on passe. Mais comme je suis quasiment sûr que dès la deuxième, ça n'ira pas. Donc la première, c'est qu'est-ce qu'un test uni ou bilatéral? Enfin, ça, c'est des questions qu'on pourrait vous demander. Hein. Vraiment, j'ai pas été chercher des trucs compliqués, j'en serais bien incapable. Moi, j'ai pas du tout de diplôme de statistique poussé, je fais juste un petit peu de recherche clinique en même temps. Quel lien unit alpha et bêta? Qu'est-ce qu'alpha et bêta d'ailleurs? Quel lien unit bêta et la puissance? Comment varie le nombre de sujets à inclure avec alpha et bêta? Grand classique. Grande fourvoirie tous les ans. Mais alors, on lit tous les sens contraires et c'est très dommage. Quand a-t-on besoin d'estimer ou de connaître la variance? Parce que la réponse n'est pas tout le temps. Qu'est-ce qu'une variable binaire ou continue? Qu'est-ce qu'une variable normale? Etc. etc. Mais en gros, déjà, bon, il y en a au moins une à laquelle vous ne savez pas répondre. On est d'accord? Donc on y va. Plus qu'une. D'accord. Alors, on va commencer. Alors, il faut connaître tout ça pour savoir répondre à peu près à. Alors, on va l'appeler NSI, nombre de sujets nécessaires à inclure. NSI, nombre de sujets à inclure. Donc il faut connaître un petit peu tout ça, avoir une vue de tout ça. Mais pas à chaque fois. Alors déjà, qu'est-ce qu'une variable normale ou non? Ça, peut-être que vous le savez. En fait, une variable normale, c'est une variable dont la distribution est normale, c'est-à-dire la courbe de Gauss, la courbe en cloche, que vous connaissez, vous avez vu partout. C'est si on prend l'ensemble des notes de l'internat, ça va se répartir comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura des gens, pas beaucoup, qui auront des très bonnes notes, des gens, pas beaucoup, qui auront des très mauvaises notes, et puis la majorité des gens seront dans le ventre mou du classement avec des notes autour de la moyenne. Ou médiane, parce qu'en distribution normale, c'est la même chose. Et justement, dans une distribution normale uniquement, puisque si vous avez des distributions qui ne sont pas normales, c'est par exemple, par exemple la pression artérielle d'une population. Elle n'est pas forcément comme ça, on peut imaginer qu'elle est plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont une pression artérielle normale, et des gens qui sont hypertendus. Ça, c'est pas normal. Et vous voyez que la distribution n'est pas la même. Là, bien évidemment, la moyenne n'est pas la médiane. La moyenne, si vous prenez tout le monde, vous divisez par le nombre. La médiane, c'est le 50e percentile. Donc là, c'est pas la même. Alors que là, forcément, oui. Et forcément, ça ne va pas être les mêmes tests statistiques qui vont s'appliquer aux deux. Autre exemple, voilà, mais vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez de distribution non normale et normale. On dit aussi gaussienne, non gaussienne. Jusque-là, ça va?
C'est clair. Donc il faut le savoir parce que ce n'est pas le même test. Si vous faites un test, alors vous avez le droit, si vous êtes particulièrement vicieux, mais ça ne sert à rien de faire un test non normal pour ça, mais pas l'inverse. Et pour avoir une distribution normale, c'est impossible si vous n'avez pas au moins 30 sujets dans votre groupe. Si vous avez moins de 30 sujets, parce que vous avez, là ici il y en avait 22, vous n'avez pas le droit de faire des tests normaux. D'accord ? Parce qu'avec moi, avec 2 sujets, je vous fais passer n'importe quelle droite, quoi. Donc si vous n'avez pas au moins 30, mais même 30 c'est pas beaucoup, hein, mais au moins 30, vous ne pouvez pas estimer que c'est ça. Donc dans le cas on applique les tests non normaux, donc si un jour vous voyez qu'on vous applique un test normal alors que vous avez 20 sujets, vous avez le droit de dire que c'est une critique méthodologique majeure et son petit P il vaut rien. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'un test uni ou bilatéral? C'est pareil, c'est nécessaire de connaître ces choses-là. Alors je vous les représenter graphiquement. Vous allez voir au cours du topo, il y a des représentations graphiques, différents types de représentations graphiques. Il y a un peu de formules aussi pour que vous voyez que ce n'est pas complètement... Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous le compreniez. Donc vous allez voir, on va même détailler les choses de façon intuitive et mathématique et graphique. Alors un test unilatéral d'abord, c'est par exemple, j'ai ma population, voilà, les notes à l'internat. J'ai une étude interventionnelle qui est d'acheter les confs de Conf+, et je pense que mes notes vont forcément faire ça. J'imagine pas qu'en suivant les confs de Conf+, mes notes vont partir par là. D'accord ? Donc je vais appliquer un test unilatéral, c'est-à-dire que je ne vais que d'un seul côté. Le problème, c'est qu'il faut être sûr. Et puis il faut être sûr du côté. Parce que si vous faites ça, que vous appliquez les tests pour vous calculer votre effectif pour faire ça, et que c'est par là, vous n'avez bien évidemment pas la puissance nécessaire pour le montrer. Donc très souvent, vous verrez que quand on fait une intervention, qu'on donne le médicament A pour réguler la pression artérielle, ben, si on veut vraiment être rigoureux méthodologiquement, on fait du bilatéral, qui là est, j'ai ma distribution, alors je vous ai fait les courbes normales parce que c'est mon habitude, mais ça pourrait être non normal, c'est pareil, et puis en fait, je ne sais pas de quel côté je vais me retrouver. Et je donne à mon test et donc à mon échantillon la taille suffisante pour répondre que ben, ça va par là ou par là. C'est bilatéral. En anglais, ça peut être two-side. De côté, two tail, d'accord? Donc bilatéral versus unilatéral. Bon, c'est plus joli ça, plus rigoureux méthodologiquement et ça vous donne plus de chances de ne pas vous gourer, mais bon, forcément, il faut un peu plus d'échantillons. Unilatéral, bilatéral, ça va? Ok, on continue. Alors, maintenant le nombre de sujets à inclure proprement. Donc là, c'était plus sur des points méthodologiques, les tests à utiliser, des choses comme ça. Maintenant, si vous demandez vraiment spécifiquement le nombre de sujets à inclure, alors, ça dépend du type de variable qu'on va étudier. Les types de variables, c'est ou binaire, 0 ou 1. Exemple, je suis vivant, je suis décédé à 6 mois. Mon traitement, guérison, non guérison. Éradication de la bactérie, pas éradication, si vous voulez. Ou, par exemple, consommation, non consommation de morphine. Vous en avez pris ou vous n'en avez pas pris. On peut décliner ça à l'infini, mais en gros, c'est quelque chose qu'on pourrait coder par un 0 ou un 1. 1, vous êtes décédé, 0, vous êtes vivant, 1, ça a marché, 0, ça n'a pas marché. D'accord ? Ça, c'est une variable binaire. À l'opposé, vous avez les variables continues. Alors ça, on peut dire c'est discontinu. Une durée, un temps, un pourcentage, une survie. Une durée. Par exemple, je veux étudier la durée d'intervention quand j'utilise la nouvelle pince bidule au bloc opératoire. Une durée, ça peut être 10 minutes, 10,1 minutes, 10,12 minutes, 10,123 minutes. Enfin, on ne peut pas identifier, il n'y a pas de borne. Vous voyez ? Pourcentage, pareil. Le pourcentage de survie, il peut être de 67,293%. Et pour pouvoir rajouter ici encore la virgule, ce n'est pas pertinent, mais il n'y a pas de borne. C'est une variable continue. Idem pour une survie. D'accord ? Et donc, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas, vous allez voir, il y a une chose qui change dans le calcul du nombre de sujets à inclure. Et il ne faudra pas dire, si on vous donne une variable binaire comme critère principal de jugement, que bah, non, c'est pas bien parce qu'il a manqué celle qui permet de calculer ça, ou l'inverse. D'accord ? Il faut bien, dès le départ, savoir quelle est la variable qui correspond au critère principal de jugement, puisque je vous le dis tout de suite, le calcul du nombre de sujets à inclure se fait sur le critère principal de jugement et uniquement sur le critère principal de jugement. Et donc on ne peut répondre qu'au critère principal de jugement. On verra, on va largement avoir le temps d'en discuter ce soir et la prochaine conf de LCA. Donc les paramètres nécessaires, en fonction des deux types de variables. Dans les deux cas, on a besoin du risque de première espèce alpha. On va redétailler tout ce que sont ces choses après, pour que ce soit vraiment bien clair pour vous. Dans les deux cas, il y a besoin de ça. Dans les deux cas, on a également besoin du risque de seconde espèce bêta. Ça, pas de problème.
Troisièmement, dans les deux cas, on a besoin de la réduction relative du risque. C'est-à-dire de combien j'estime que mon intervention, mon observation, peu importe, enfin, ce que je vais tester, va réduire mon risque. En général, on essaie de réduire des risques, on n'essaie pas d'augmenter des risques. On essaie de voir qu'il y ait moins de morts, plus de vivants, certes, mais c'est une réduction de mortalité. Donc en général, on essaie de réduire le risque. Et donc, dans les deux cas, combien je pense que mon intervention va la réduire. Par contre, là où ça change, c'est ici. Si j'ai une variable binaire, il faut que je connaisse le risque de base dans le groupe de référence, que je connaisse ou que j'estime le risque de base dans le groupe de référence. Et quand on connaît le risque de base et ce que j'attends de mon intervention, on peut estimer le risque d'arrivée. D'accord ? Et pour une variable continue, ce n'est pas le risque de base dans le groupe de référence, c'est la variance. C'est là où on a besoin de connaître la variance. Là, non. D'un côté, il n'y a pas de variance, c'est écrit de terme binaire, c'est 0 ou 1. Là, par contre, c'est distribution, puisque c'est une variable continue, on peut avoir des milliers de chiffres derrière la virgule. Voilà, donc ça, c'est la grande différence. Donc dites pas si vous avez une variable binaire, genre le patient, pourcentage de vivant, enfin, si c'est pourcentage de survie, c'est une variable continue, mais si c'est vivant ou décédé, ou un truc aussi simple que... Dites pas qu'il faut une variance, parce que forcément, il n'y a pas de variance, vous êtes ou vivant ou décédé. Vous ne variez pas autour de ça. Alors, peut se rajouter, parce que je l'ai lu dans plein de copies, moi en général je ne le code pas parce que ça, le pourcentage de perdu de vue que vous estimez. Alors s'ils ont parlé de tout ça sans se tromper et qu'ils ne vous disent pas combien ils ont estimé d'avoir perdu de vue, je ne sais pas si on a le droit de répondre non, ils ont oublié le perdu de vue, parce que le perdu de vue ça dépend un peu de ce que vous êtes prêt à investir dans votre étude. Si vous avez un technicien de recherche derrière chaque malade, vous n'aurez jamais de perdu de vue, et donc il n'y a pas besoin de prendre en compte le perdu de vue. Par contre, vous avez besoin de ces 4-là tout le temps. Donc perdu de vue, voilà, ça dépend un petit peu de votre population, des moyens que vous avez pour votre étude, de ce que vous voulez faire. C'est vrai qu'on reconnaît habituellement d'avoir à peu près 5% de perdu de vue ou 10%, mais bon s'ils en parlent très bien, s'ils n'en parlent pas, et que vous voyez en plus dans les résultats qu'ils n'ont pas perdu de vue de patient, ou 1, bon bah dites pas qu'ils n'ont pas dit pourcentage de perdu de vue. Après, si par contre, effectivement, il dit on a prévu d'inclure 100 malades, et qu'à la fin, ils vous disent on a donc inclus 100 malades à H0, et puis il devait contrôler à H6 que les malades, ils allaient toujours bien, qu'ils arrivaient à marcher, que le périmètre de marche, il avait augmenté, et qu'à 6 mois, il n'y en a plus que 50, parce qu'il y en a 50 qui ont perdu de vue. Là, ça peut être une critique méthodologique de ne pas les avoir prévus au départ. D'accord ? Donc là, oui, à ce moment-là, on en parle. Alors, on reprend les items les uns après les autres pour être sûr de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que le risque de première espèce alpha ? Allez, tiens, il y a un volontaire. Le risque alpha, c'est la probabilité de conclure une différence alors qu'il n'y a pas de différence ? C'est ça. C'est la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle H0. H0, comme son indique, c'est 0, c'est-à-dire 0 différence. L'hypothèse nulle, c'est il n'y a pas de différence entre mes deux groupes. Si je rejette à tort cette hypothèse, c'est que je dis qu'il y a une différence. À tort. Donc, ça, c'est la formulation mathématique, on va dire, c'est la définition stricto sensu, effectivement, dans le langage franc. Donc, H0, la différence entre les groupes est nulle. Donc, en français, comme tu viens de le dire, alpha, c'est la probabilité de conclure à tort à l'existence d'une différence entre les deux groupes, alors que cette différence n'est due qu'au hasard. Ça, alors alpha, bêta, sur le bout des doigts. Bon, bah, ça, c'était rentré très bien. Alors, par convention, alpha, c'est 5%. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. La petite histoire, c'est que le grand monsieur des statistiques, dont j'ai oublié le nom, qui a écrit toutes ces choses-là, au début du XXe siècle, tout ça et compagnie, son éditeur lui donnait 5% de droit d'auteur. Donc le mec, il a dit, bah, alpha, ce sera 5%. Est-ce que s'il avait eu 15%, alpha serait 15%? Je ne sais pas. Le fait est qu'on estime à 5%, c'est-à-dire, quand on dit que alpha vaut 5%, c'est qu'on s'autorise à avoir 5% de risque de conclure à tort à une différence qui n'existe pas. Bon, ça reste raisonnable, 5%. Le risque de seconde espèce bêta. Alors lui, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire c'est la probabilité de ne pas rejeter H0, donc de dire il n'y a pas de différence, alors qu'H0 est fausse, alors qu'en fait il y en a une, qui n'est pas liée au hasard. Donc ça, on l'a déjà dit. Donc c'est la probabilité de ne pas conclure à une différence qui en réalité existe et n'est pas due au hasard. Quel lien unit alpha et bêta? Aucun. Par contre, quel lien unit bêta et la puissance? Voilà, la puissance c'est un moins bêta ou inverse. Alors par définition, là, il n'y en a pas. Là, c'est-à-dire que vous faites un peu ce que vous voulez.
Vous me dites, moi j'ai envie vraiment de me donner beaucoup de chances de montrer que mon traitement il est bon, donc je vais prendre un petit bêta, une grande puissance. D'accord? Bon, très bien, on va voir ce que ça coûte en termes de malades à inclure. Et puis, ben, si vous avez un petit peu moins de temps, un petit peu moins d'argent, un petit peu moins de malades, un petit peu moins de tout ça, vous dites, bon, ben, on va se donner un petit peu moins de chance, mais avec un peu de bol, ça sortira quand même. Donc effectivement, bêta, en général, dans les études, ça varie entre 5 et 30%, c'est-à-dire la puissance est entre 70 et 95%. 95, c'est quand même assez rare. En moyenne, souvent, c'est 80% de puissance. C'est-à-dire qu'on se donne 80% de chance de montrer que la différence qui n'est pas du hasard, on la trouve. Ça veut dire qu'il y a 20% des études négatives qui, en fait, si on avait eu plus de puissance, l'auraient été positives. Il faut quand même réfléchir à ça. Alors pourquoi bêta est plus grand qu'alpha? Parce qu'on considère que c'est moins grave de ne pas mettre en évidence de différence alors qu'il y en a une. On se dira, il y a quelqu'un d'autre qui retestera la molécule derrière, voir moi si j'y crois vraiment. Qu'à l'inverse, se gourer avec alpha, de dire super, ma nouvelle molécule sauve des vies, de traiter la Terre entière, d'avoir dépensé des millions, voilà, et qu'en fait, ça faisait rien. Ça, c'est grave. Donc la puissance, on vient de le dire, c'est 1 moins bêta. La chance qu'on se donne de trouver la différence qu'on recherche, probabilité d'accepter H1, sachant que H1 est vrai. H1, c'est mes deux groupes sont différents. Donc ça, les deux premiers qu'il y avait dans chaque groupe, alpha, bêta, c'est bon. Puissance, 1 moins bêta, la chance de trouver la différence qui en réalité existe. Ok, donc vous aviez vu que la troisième ligne dans les deux colonnes, c'était la réduction relative du risque. Et bien c'est l'effet attendu du traitement. Si on prend une courbe de Gauss, parce qu'encore une fois c'est toujours plus simple pour tout le monde pour comprendre, c'est la différence des moyennes. J'avais ma première courbe de Gauss, j'ai ma deuxième courbe de Gauss. Je crois que je vous les ai redessinées après. Non. Donc il y avait les deux courbes de Gauss, hein, par exemple, quand on avait parlé du test uni-bilatéral, ils avaient les deux demi-moyennes, donc c'est la différence des moyennes. De combien ma statine va baisser mon LDL cholestérol. Différence des moyennes dans mes deux groupes. Alors ça s'hypothétise à partir des données de la littérature ou d'études préliminaires. On va voir que c'est très important de ne pas se gourer. Et donc pour ne pas se tromper, quand on n'a pas commencé l'étude, on peut bien évidemment pas savoir quel va être l'événement incident dans votre groupe de référence. Vous allez traiter par la statine A ou par le placebo. Le risque de base et la réduction relative, ça va être la différence des moyens entre les deux. On ne peut pas le deviner à l'avance. D'accord? Donc il faut faire un pari. Pour être au plus près de la réalité de ce qui va vraiment se passer, on essaye de se nourrir de la littérature. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont comparé votre statine à du placebo? Est-ce qu'il y a des gens qui ont comparé votre statine à une autre statine? Est-ce qu'il y a la statine voisine qui a été développée juste avant? Enfin, est-ce qu'on a des choses pour essayer de ne pas donner un chiffre complètement farfelu? Ou alors vous faites une étude préliminaire. Vous faites d'abord 20 malades chez vous, dans votre hôpital, et puis vous faites une moyenne sur ces 20 malades. Et vous partez d'un chiffre qui n'est déjà pas sorti d'un chapeau. Vous allez voir, c'est important de ne pas se tromper, donc il faut essayer vraiment de coller au plus près de ça. Donc souvent, si vous avez une étude et qu'on vous dit nous attendons une réduction relative du risque de, 50%, et qu'on vous dit jamais d'où ça sort, vous pouvez le critiquer. Surtout si en plus dans les résultats après, ils n'ont pas 50%. Vous pourrez dire dans votre commentaire d'où ils l'ont sorti, ils ne disent pas si c'est une étude préliminaire qu'ils ont faite, ils ne nous disent pas s'il y a des datas dans la littérature. Ça vous le verrez, parce qu'en général, quand il y a ces petits trucs-là, il y a des petits indices de référence, vous allez voir dans la biblio, vous voyez qu'il y a un mec qui 2 ans avant fait un truc qui ressemblait un peu. Si ça sort d'un chapeau, c'est un pari. C'est critable dans les deux cas d'ailleurs. Si c'est le bon chiffre attendu, vous pouvez dire ça sent finalement j'ai remis les chiffres a posteriori pour faire beau. Si c'est pas le bon en plus, alors là, ça paraît très bête à dire, mais alors c'est surtout vrai avec ce qu'il y a après. C'est important, d'ailleurs, je vais vous donner l'exemple avec ce qu'il y avait après. Donc vous aviez vu que dans la variable binaire, il fallait aussi le risque de base d'un groupe de référence, c'est-à-dire d'où on part, la valeur attendue de la variable dans le bras contrôle, placebo ou traitement de référence, peu importe, d'où on part. À nouveau, ça s'hypothétise à partir de la littérature d'études préliminaires. Et c'est aussi important de ne pas se tromper. Alors ça peut être très trompeur, parce que si vous faites une grande étude, super grande, super belle, dans un très grand journal, qui va vous demander 1000 malades, qui va mettre 5 ans à être faite, ce qui n'est pas aberrant, ce qui arrive régulièrement, il se peut que, quand vous étiez en train d'écrire votre étude en 2000, vous avez commencé vos inclusions en 2002, vous avez fini vos inclusions en 2007, vous avez publié votre article en 2009, il se peut qu'en 2009, le risque de base en groupe de référence n'est plus le même qu'en 2000, et en gros, le message,
Et si entre-temps on a considérablement amélioré la prise en charge et qu'il me disait il y avait 30% de mortalité, j'ai divisé par 2 avec ma molécule A, mais qu'entre-temps, de toute façon, par le reste de la prise en charge en 9 ans, vous avez déjà 15% aujourd'hui, il faut recommencer, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on est passé de 30 à 15% qu'on passerait de 15 à 7,5. Parce qu'on a changé ça. Donc ça aussi, il ne faut pas se tromper. Et c'est par exemple sur le... Je ne sais pas si vous aviez vu comme notion, quand, dans le choc septique, vous avez dû voir passer qu'on peut donner une corticothérapie substitutive. Les misuccinate, hydrocortisone. Alors, il y a des études qui appuient ça, notamment des études françaises. Et puis, il y a quelqu'un qui a voulu, un groupe international qui a voulu refaire une grande étude qui s'appelait l'étude Corticus, qui a dit bon, moi j'en ai marre de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on va trancher. Le problème, c'est que c'est un gros truc, hein. Vraiment. Et on ne peut pas trancher parce qu'ils se sont trompés. Enfin, ils n'ont pas, au final, dans leur groupe, la mortalité attendue dans leur calcul. Donc, ils sont sous-puissants à mort. Donc ils disent il n'y a pas de différence, les corticoïdes ne servent à rien, mais en pratique, ça peut être simplement un énorme manque de puissance parce qu'ils se sont trompés là. Enfin, c'est pas qu'ils se sont trompés, c'est qu'ils sont partis, comme je vous le disais, en 2004 d'un truc, et puis que 5 ans plus tard, on n'est déjà plus au même. Donc ça peut être important, primo, pour vous, votre analyse de l'article, même si eux, méthodologiquement, c'est correct, mais que depuis, la mortalité dans votre service a baissé, l'interprétation, enfin, certes, l'article est bien fait, mais est-ce que ça va vous servir? Bof. Mais ça peut aussi être un biais dans leur propre étude. S'ils incluent sur 5 ans, le risque entre le premier inclus et le dernier inclus peut avoir été modifié. Ça, vous pouvez le discuter si on vous demande de discuter du monocentrique versus du multicentrique, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'en multicentrique, ça va plus vite. En plus de diluer l'effet centre, on va en parler, tout ça. Ça va plus vite. Et donc, on réduit ce risque de biais de modification de prise en charge au cours du temps. Donc ça, c'était pour les variables continues. Et puis pour la variable binaire, donc pour la variable continue, il faut connaître ça, l'écart type ou la variance. Alors, l'écart type, de façon simple, c'est la dispersion des individus autour de la moyenne pour la variable. Toujours avec notre variable normale, courbe de Gauss, hein, parce qu'on va parler ce soir des études qui font plein de malades. Hein. Bon, après, on va reprendre une sur 22, c'est pas grave, mais dans l'idée pour comprendre ce que c'est. Donc effectivement, on va dire que quand on est à 1000 malades, globalement, sauf si spécifiquement la variable n'est pas normale, mais si vous avez 1000 malades et que vous avez une variable normale comme les notes à l'internat, avec 1000 notes, voilà, on parlait de concours blanc tout à l'heure, nous quand on corrigeait 500 copies, on avait une parfaite courbe normale, hein, avec 500 copies. Alors, voilà un premier exemple. Une distribution normale, vous avez commencé à l'avoir repéré celle-là, donc voilà la déviation standard, ou l'écart type, d'écart type ou déviation standard, c'est pareil. Et vous avez appris, j'en suis sûr, que 95% des individus d'une répartition normale étaient entre plus ou moins 2 déviations standards. C'est-à-dire que 95% de la population est là. Facile. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que 5% est en dehors, et comme c'est une distribution normale, 2,5 sont par là, 2,5 sont par là. Ça va? Voilà une autre distribution normale avec sa déviation standard. Et une troisième distribution avec aussi sa déviation standard. Et vous voyez que si je les compare, la troisième veut bien venir aussi en côté des deux premières, voilà, ce n'est pas les mêmes déviations standards. Ici, mes sujets sont peu dispersés autour de la moyenne. Ils sont assez proches de la moyenne. La déviation standard est petite. Ici, ils sont plus dispersés autour de la moyenne. La déviation standard est plus grande. Imaginez les notes à l'ECN. Là, il y a quand même beaucoup de monde resserré autour de 2 notes qui sont plus proches que là. D'accord? Donc là, petite déviation standard, petit écart type, petite variance. La grande déviation standard, grand écart type, grande variance. Est-ce que le concept écart type variance est bien clair? C'est la dispersion autour de la moyenne. Hein, mon intervalle pour avoir 95%, il est plus grand là que là, et il est plus petit ici que là. Ça a un impact. Alors, vous voyez, moyenne, plus ou moins déviation standard, vous verrez dans les études, c'est 30%, plus ou moins 7,5. Ça veut dire que vous avez 95% des gens qui sont 7,5 fois 2, ça fait 15, entre 15 et 45%. Ok? Ça, vous pouvez le faire vous-même. D'accord, donc là maintenant on a vu tous les paramètres qui étaient nécessaires. Maintenant, on va voir comment varie le nombre de sujets avec ces paramètres. C'est-à-dire que si on vous donne les 4 paramètres d'une variable binaire ou d'une variable continue, vous pouvez, par la formule mathématique, savoir combien il faut de sujets.
Mais vous, ce qui est important de comprendre, c'est comment ça va varier avec la variation des paramètres. Alors, voilà la formule. Ça peut paraître très compliqué, c'est hyper chiant, tout ça, des maths, chier. On ne va pas s'amuser à décortiquer, mais c'est pour vous montrer, je vous avais dit, on ferait des maths, de l'intuitif, du graphique. Vous allez voir qu'en plus, ça marche, donc c'est beau. Alors, premièrement, la variation d'alpha. Là, c'est la partie intuitive. Je l'ai mis en gras. Si on augmente alpha, je rappelle le risque de rejeter à tort l'hypothèse nulle. C'est-à-dire qu'on augmente le risque de conclure à tort à une différence qui n'existe pas. Intuitivement, vous serez d'accord avec moi que si on dit que le risque est plus grand, c'est-à-dire qu'on a plus de chances de se tromper, c'est qu'on aura été moins drastique, qu'on aura été moins précautionneux, qu'on aura été... Voilà. Donc on aura mis moins de gens, intuitivement. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'intuition. Mais numériquement, il faut que je vous mette la figure en même temps, sinon vous allez avoir du mal à comprendre. Je vous rappelle la formule. Nombre de sujets, 2 fois l'écart type, la réduction relative de risque, fois z d'alpha sur 2, z puissance au carré. Alors, je vous ai remis encore une fois la courbe de Gauss. L'intervalle de déviation standard où il y a 95% de la population. Alpha sur 2, vous êtes d'accord? Hein, il y a alpha de part et d'autre, donc de chaque côté il y a alpha sur 2, 2,5%, parce qu'on a dit qu'alpha c'est 5%. Donc là vous voyez d'où vient le petit sur 2. Hein, et donc, z seuil c'est z alpha sur 2. Ok. Maintenant, je prends la même courbe, et puis on va dire qu'on allait augmenter alpha. Donc augmenter alpha sur 2, jusque-là vous êtes d'accord? Si j'augmente alpha sur 2, mes barres elles vont venir là, vous êtes d'accord? Parce que je vais plus avoir 2,5% de chaque côté, je vais avoir par exemple au total 10, et donc 5% de chaque côté. Donc je vais mettre mes barres comme ça. Toujours d'accord? Donc si je mets mes barres comme ça, voilà, vous serez d'accord avec moi, donc alpha sur 2 à ce moment-là vaut 5%, et vous serez d'accord que z seuil, z prime seuil, z prime alpha sur 2 est plus petit que z alpha sur 2. Si je mets un truc plus petit là-dedans, j'ai une différence plus petite, un carré plus petit, un nombre de sujets plus petit. Ok? Donc là, vous avez la version graphique, la version numérique, la version intuitive. Si on augmente alpha, on diminue le nombre de sujets à inclure. Good? Good. Bêta. Comment ça varie avec bêta? On repart sur l'intuitif. Si on augmente bêta, on augmente le risque de ne pas conclure à une différence qui existe, ou encore on diminue la chance de mettre en évidence la différence qui existe, perdre la puissance. Intuitivement, encore une fois, on comprend qu'un risque plus grand ou une chance plus petite, c'est qu'on se donne moins les moyens de le faire, on est moins drastique, moins exigeant, et donc on a moins de sujets. On va se le refaire en numérique, bon la formule est toujours la même. Graphiquement, j'ai ma répartition de base. H0, c'est-à-dire que mes groupes sont superposés. H0, l'hypothèse nulle, il n'y a pas de différence, mes groupes sont superposés. D'accord? H1, j'ai un effet de mon traitement, les courbes ne vont plus être superposées. H1. Je fais mieux. J'augmente, n'importe quoi, la note, l'internat de ma cohorte. Ok? La puissance, c'est la chance de mettre en évidence une différence qui existe. Vous êtes d'accord avec moi que c'est donc la partie qui est au-delà de H0. Tout ce qui est ici, c'est du chevauchement. C'est finalement, je ne sais pas de conclure si c'est H0 ou H1. C'est ma différence. Si je disais que j'avais 80% de puissance, c'est-à-dire que j'ai 80%, puis j'ai 20%, là, je ne sais pas trop. Et puis là, par contre, je suis bon. Donc la puissance, si vous voulez, c'est la surface sous la courbe qui est au-delà de H0. Ça va? Là, on va dire que j'ai 80% de mon R sous la courbe de H1 qui est au-delà de H0, donc j'ai 80% de puissance. Donc je vous le remets de cette façon-là. Donc voilà ma puissance. Et voilà Z puissance. D'accord, très bien. Maintenant, j'ai augmenté ma puissance. Donc j'ai diminué bêta. Ok?
Vous voyez que j'ai augmenté la puissance, hein, j'ai beaucoup plus de surface sous la courbe qui est au-delà de h0. Comment est mon z puissance plus grand que ce que je vous ai mis juste avant? Vous voyez, vous êtes d'accord que c'est plus grand. Donc si, en augmentant la puissance, en diminuant bêta, j'ai un z puissance plus grand, j'ai une différence plus petite, et donc moins de sujets. Donc quand on diminue, pardon, excusez-moi. Donc on revient à ce qu'on disait, si on augmente bêta, on a un nombre de sujets à inclure plus petit. Delta. Alors, la partie intuitive. Donc delta, je vous rappelle, c'est la différence, la réduction relative du risque, la différence attendue entre mes deux groupes. Donc intuitivement, si on augmente la différence, je pense que mon médicament A, il m'améliore la mortalité de 10%. Et puis maintenant, je teste un médicament B et je pense que ça ne m'améliore pas la mortalité de 10%, mais de 80%. Réduction attendue supérieure. Donc si on augmente la réduction relative attendue de risque, on comprend que l'effet à mettre en évidence est plus grand et que donc ça va être plus facile à mettre en évidence puisque mon médicament, il ne fait pas gagner 10%, il fait gagner 80%. Fastoche à montrer par rapport à 10%. Et donc il faut moins de gens. Numériquement, toujours pareil. Si j'augmente ici, je diminue ça, je diminue là. Donc quand je augmente la différence, la réduction relative du risque, la différence entre mes deux moyennes attendues, eh ben je diminue le nombre de sujets. Graphiquement, hypothèse que le produit A augmente le HDL cholestérol d'à peu près 50%. Voilà mes courbes, avec une moyenne nettement supérieure à celle-là. Très bien. Maintenant, ça augmente plus, on va dire que mon produit il augmente plus de 50%, mais de 20% seulement. Donc certes, c'est toujours supérieur, mais c'est moins supérieur qu'avant. Vous voyez, toute la zone de recouvrement, là, c'est plus difficile. Donc, faudra-t-il plus de malades dans l'hypothèse que A augmente le cholestérol de 50% ou de 20%? Il faut plus de malades quand on a un truc plus petit à montrer, parce qu'il va falloir resserrer les courbes pour essayer d'enlever tout ce flou. En gros, on peut retenir que plus un produit est supposé efficace, moins il faut de gens, un échantillon plus petit, moins il faut de gens pour le montrer. Je vous rappelle que la méthodologie des études cliniques qu'on utilise au quotidien dans toutes les études, qui n'est pas forcément adaptée pour tout, a été créée avec les premiers antibiotiques. Et les premières études cliniques, c'était des gens qui étaient testés pour la syphilis avec la pénicilline. On a un groupe de gens à qui on ne donnait rien, ou un placebo, je ne sais plus, et puis un groupe de gens à qui on donnait de la pénicilline. Il y avait un groupe où il y avait 0% de il y avait 20% de guérison, puis l'autre il y avait 100% de guérison. C'était facile à montrer comme effet, donc il y avait peu de gens. D'accord? Je vous le remonte. Non, c'est plus tard. Voilà. OK? Donc, plus je vais mettre en évidence une réduction relative de risque importante, plus mon écart de moyenne attendu est important, moins il faut de gens. Plus c'est resserré et plus l'effet est pas très important, plus il faudra une grosse cohorte pour le montrer. Donc, le nombre de sujets à inclure. Si j'augmente alpha, il diminue. Si j'augmente bêta, il diminue. Si j'augmente la réduction relative de risque, il diminue. Dernière chose, la variance, ou l'écart type. On y repart. Intuitivement, si j'ai une population plus dispersée autour de la moyenne, intuitivement, on se dit, si je suis plus dispersé autour de la moyenne, souvenez-vous des trois courbes que je vous ai montrées avec des écarts types croissants, plus vous êtes dispersé, plus vos courbes vont se recouvrir, même si la moyenne est éloignée. D'accord? Je vous le montre tout de suite graphiquement. Une courbe, un écart type, une moyenne vraiment supérieure, un tout petit recouvrement, on dit bien sûr mu2 est différent. La seule chose que je vais changer dans ce que je vais vous montrer après comme figure, ce n'est pas la différence des moyennes, c'est l'écart type, c'est-à-dire on va dire la forme des courbes. Regardez, si je ne me trompe pas, voilà. mu1, mu2, c'est toujours pareil. Hein. La seule chose qui change, c'est la forme des courbes. Là, petit recouvrement de rien du tout facile à conclure. Là, c'est plus compliqué. La seule chose qui a changé, c'est ma déviation standard, qui ici est plus grande que là. Plus les sujets sont dispersés autour de la moyenne, plus ça va être compliqué
de ne pas avoir cette zone de recouvrement et de montrer que on est bien différent, que mu1 est bien différent de mu2. Numériquement, on retombe toujours sur le même truc. Hein. Plus vous êtes dispersé, donc plus la variance est élevée, plus ça c'est élevé, donc plus le nombre de sujets à inclure est élevé. Ok ? Dernière chose, je vais vous montrer une deuxième représentation graphique. Là, ça c'est 95%. D'accord ? Des gens. 95% des petits points bleus sont dans le cercle. Alors, est-ce que ça, c'est différent de ça ? Oui, c'est pas très compliqué à montrer. Maintenant, si j'ai une dispersion plus importante, je suis plus dispersé. Donc j'ai toujours 95% dans mes ronds, mais ils sont plus grands parce qu'ils sont plus dispersés. Est-ce que ça, c'est différent de ça ? Là, ça devient plus dur de répondre. D'accord ? Pourtant, si je ramène tout à la moyenne, je suis toujours au même endroit. Donc plus on est dispersé, plus on a un grand écart type ou une plus grande variance ou une plus grande déviation standard, plus il faut de sujets. À la limite, si tout le monde, si on avait une distribution qui n'existe pas, mais où tout le monde était sur la moyenne, bon, la moyenne serait serait la valeur, tout le monde serait une constante, c'est très simple, hein, avec 2, si personne ne varie, avec 2, ça suffit pour montrer qu'on est différent, quoi. D'accord ? Alors, là, je vous avais remis ça, pardon, excusez-moi. Là, on était sur là, c'était la réduction relative du risque. Voilà, c'est la réduction relative du risque, ici. Là, l'écart type de la variance. Et dernière chose, ça, c'est si on est dans la variable binaire, la variation du risque de base. Donc, si le risque de base augmente dans le groupe de référence, intuitivement, on comprend que comme l'événement est plus fréquent, il faut moins de sujets pour mettre en évidence que la différence ne soit pas le fruit du hasard. Si vous vous intéressez à quelque chose dans le groupe placebo, il y a, on va prendre l'exemple là, je ne vais pas vous en inventer un autre, je l'avais mis là. Exemple. Dans ma population contrôle, donc dans mon groupe de base, mon groupe de référence, celui contre lequel je vais comparer mon médicament A ou B ou C, l'événement a une incidence de 50%. Mon produit A, moi je dis, il va me réduire l'événement A de 50%. Donc du coup, j'en attends 25%. Jusque-là, ça va. Soit une différence dans mes deux groupes de 25%. Jusque-là, ça va aussi. Deuxième situation, j'ai toujours delta 50%. Je ne change pas ma réduction relative de risque attendu. Mon produit, il a toujours delta de 50%. Maintenant, mon événement, il n'est plus à 50% d'incidence, mais à 5%. La proportion attendue dans le groupe traité par A va être donc de 5% divisé par 2, de 2,5%. Et ma différence contrôle traité va être de 2,5%. Donc là, alors que ça n'a pas changé, seulement mon incidence est de 50%, je vais essayer de mettre en évidence une différence de 25%. Là, on est toujours à 50%. Là, par contre, c'est beaucoup moins incident. Mon risque de base est plus petit. Et donc, je vais essayer de mettre en évidence une différence de 2,5%. Alors, faudra-t-il plus de sujets pour montrer une différence de 25% ou de 2,5%? C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Plus l'écart est grand à montrer, plus c'est facile. Plus c'est du pinaillage, plus c'est difficile. Graphiquement, voilà, je vous l'ai mis exactement comme ça. J'ai un risque de base de 50%, j'ai 50% de diminution, j'arrive à 25%, je veux montrer ça. Là, je suis à 5%, j'ai toujours 50%, je veux montrer ça. Vous pensez que c'est plus simple de mettre en évidence cette flèche-là ou cette flèche-là? Celle-là. Évident. Donc, il faut moins de gens là. Donc, si mon risque de base est plus petit, il faut plus de gens. Moins c'est incident, plus il va me falloir de gens. Ok? Voilà. Donc, je pense que là, maintenant, c'est au point. Donc, il n'y a plus de bêtises. On se le refait une dernière fois. Si alpha augmente, mon nombre de sujets diminue. Si bêta augmente, donc ma puissance diminue, mon nombre de sujets diminue. Si mon écart type augmente, la dispersion augmente, mon nombre de sujets doit augmenter pour arriver à une conclusion. Si mon risque de base diminue, pendant ce sens-là, il me faudra plus de sujets, ou s'il augmente, il me faudra moins de sujets. Et si ma réduction relative de risque diminue, il me fera plus de sujets. Si je voulais le représenter de la même façon, je garderais ça, mais je dirais que j'ai plus 50% d'effet, mais que 33% pour matière d'effet, j'arriverai ici. Donc ça serait plus petit, il faudrait plus de gens. Hein? Donc n'écrivez pas que sous prétexte que c'est plus petit, il faut moins de gens. Non. Plus c'est petit, plus c'est compliqué à mettre en évidence. Donc plus il faut de gens pour le mettre en évidence. Souvenez-vous de l'histoire de la pénicilline, hein, c'était évident, c'était hyper simple. Vous mettiez 10 personnes, il y en avait 10 guéris dans un bras versus 2 dans l'autre, c'était significatif, il n'y avait pas de problème. D'accord ? Donc,
ça maintenant, c'est ma petite pique de la soirée. Imaginez, parce que vous l'avez tous vu passer, tout ça, et les cardiologues ils vendent ça magnifiquement parce qu'il y a les super représentantes médicales. Quand il y a une nouvelle statine qui sort et qu'on vous dit c'est la nouvelle qu'il faut prescrire, c'est hyper important, regardez l'étude machin. Elle est bonne l'étude machin. Quand vous regardez le truc, il y a 5000 patients dans chaque bras. Avec tout ce qu'on vient de dire, vous imaginez bien que la statine A versus l'ancienne statine, si vous avez 5000 patients dans chaque bras pour montrer une différence, qui certes existe, mais s'il faut 5000, c'est que la différence, elle est comment? Microscopique. Parce que si elle était vraiment supérieure à la statine A, il ne faudrait pas 5000 patients dans chaque bras pour le montrer, avec tout ce que je viens de vous expliquer. S'il y a 5000 patients dans chaque bras, c'est qu'on est là, en train d'essayer de gagner du... D'accord? Alors effectivement, si après, sur les 5000 traités, c'est vous le survivant de plus, très bien. Mais à but collectif, si elle coûte 3 fois plus cher, il faut se poser des questions. Il faut savoir être critique. D'accord? Ok. Bon, donc on va reprendre maintenant le cours normal du corrigé. Donc la question 3. Les auteurs ont inclus 22 patients dans chaque bras. Expliquent-ils pourquoi ce nombre de patients? Quels paramètres sont nécessaires pour calculer l'effectif d'une étude? Dans quel sens leur variation modifie le nombre de sujets à inclure? Je veux aucune erreur. Ouais, voilà. Et on insérera là après le topo dans la version avec post-production. Alors ils expliquent pas, je crois, pourquoi ils... Ils expliquent pas? Bah non, pourquoi ils... De souvenir. Rendons-nous paragraphe 2.6. C'est où le 2? Bon, le logiciel SSP SSS, on s'en fout. Selon l'analyse des données, on le lit ensemble, hein. Donc quatrième ligne. Selon l'analyse des données de la littérature. Donc déjà, référence 11. Donc déjà, ils ne nous sortent pas les chiffres d'un chapeau, ils ont fait la littérature pour avoir leurs chiffres. Comme je vous le disais tout à l'heure. Donc déjà, ils nous disent, là, ça ne sort pas d'un chapeau. Pour une différence attendue de 40%, réduction relative de risque. J'attends une différence de 40% de durée moyenne de désaturation, inférieure à 90%. Avec une déviation standard de 45%, ma dispersion de la moyenne. Ma puissance de 80%, donc mon bêta à 20%, et un risque alpha de 5%, le nombre est à 21 par groupe. Et donc, alors maintenant, donc ça c'est oui, ils expliquent comment ils sont arrivés à 21. Maintenant, est-ce qu'il y a tous les bons éléments? Quel est le critère principal de jugement de cette étude? Ça, j'aurais pu vous poser la question aussi. C'est simple. Si vous balance dans tous les coins des résultats avec des tableaux, des machins, vous revenez à comment ils ont calculé l'effectif. C'est le critère principal. Alors, très souvent, vous verrez, ils vous font le calcul d'effectif sur un critère, et puis ils concluent, le grand risque de notre étude, c'est autre chose. Parce que c'est le truc qui sortait statistiquement. Mais non, ici, ils calculent pour une réduction attendue de 40% des durées moyennes de désaturation nocturne inférieure à 90%. Donc le critère principal de jugement, c'est réduction des durées de désaturation nocturne inférieure à 90%. Le but de cette étude est de montrer que la péridurale, dans leur idée, diminue la durée de désaturation nocturne inférieure à 90%, et ils estiment que la péridurale la diminue de 40%. Ok? Alors, est-ce qu'il y a tout? Alors, c'est une durée. Une durée, c'est une variable continue. On est sur la colonne de gauche de ce que je vous ai montré. Donc, une variable continue, il faut alpha, il faut bêta, il faut la réduction relative du risque, et il faut la dévariation standard ou la variance. Bon, le coût des perdus de vue, je vous l'ai dit, est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on n'en prend pas? Bon. Et donc, est-ce qu'il nous donne tous ces 4 éléments? Oui. Il nous donne alpha, 5, il nous donne bêta, 20% en donnant la puissance, il donne la réduction relative du risque de 40% et la déviation standard de 45%. Et en plus, il le sort de la revue 11, qui était la référence 11, pardon, qui était une revue de la littérature de 2005. Bon, ben voilà, il y a tout. Donc, ils ont le droit. Et ils trouvent 21 sujets. On ne vous demandera jamais de calculer si 21 c'est le bon chiffre. Hein. Mais par contre, de savoir dire qu'ils sont arrivés avec des éléments corrects, oui. Et il y avait un dernier point en disant dans quel sens leur variation modifie le nombre de sujets à inclure. On va se le refaire une dernière fois pour être sûr. Si on avait voulu choisir un alpha plus grand, moins de sujets. Si on avait voulu choisir une puissance plus grande. Pardon? Une puissance plus grande. On aurait augmenté, bêta plus petit, donc il faut effectivement plus de sujets. Si on avait une réduction relative du risque plus grande, c'est-à-dire que je ne dis pas que ça diminue de 40%, on va dire que ça diminue de 100%. Il n'y a plus du tout de désaturation. Non, moins de sujets, puisque c'est plus simple à mettre en évidence, puisque j'ai un effet beaucoup plus visible. Donc moins de sujets. Et dernière chose, une variance plus grande,
Je suis plus dispersé autour de la moyenne, plus de sujets. OK? Zéro faute maintenant là-dessus. Hein. Nickel. Bon. Alors, vous le reverrez hein, dans le truc. Alors moi, je m'étais amusé à reprendre un petit logiciel, parce qu'il y a des logiciels qui vous les calculent. Hein. Vous rentrez les 4 paramètres, ils vous disent il faut tant de malades. Alors il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est si on est en supériorité ou en équivalence. Est-ce que mon traitement, mon intervention A est supérieure à B, ou est-ce que j'essaie de montrer qu'elle est pareille? C'est pareil, ça change le nombre de sujets si elle est en supériorité ou en équivalence. Ça dépend, parce que si tu montes un équivalence, c'est-à-dire que tu montes un delta de 0, et donc c'est pas forcément évident. Souvent en équivalence, il faut, pour être sûr que ce soit équivalent, mais ça peut être un peu dans la différence attendue. Mais bon, c'est pareil, c'est pas tout à fait tu vois, c'est pas les mêmes tables. Je vous l'ai mis dans le corrigé, à la fin de cette question, il y a un site internet là, dont vous avez l'adresse, qui est hyper bien. Tout ce que je vous ai dit là, si c'est encore pas clair, vous y allez, il y a des petits mémos hyper explicatifs, et il y a le petit calculateur, et vous pouvez vous amuser pour voir comment ça varie, parce que c'est, bien évidemment, c'est pas linéaire. Hein. M'écrivez pas, je double alpha, il me faut 2 fois moins de sujets. Non. Ou je diminue, d'accord? Donc c'est pas du tout linéaire, c'est pas parce que vous prenez un alpha 2 fois plus grand qu'il vous faut 2 fois moins de sujets. C'est pas comme ça. Et souvent d'ailleurs, quand c'est un peu plutôt même exponentiel, c'est qu'il vous en faut 20, puis après 40, puis après il vous en faut 500. D'accord? Donc là, moi je m'étais amusé à rentrer dans un truc que je vous donnais le truc. Si je voulais montrer que la péridurale réduisait de 100% les desturations, il n'y en avait plus. Il faisait 3 malades par bras. J'en faisais 3, j'avais 0% dans les 3, c'était bon, significatif. Par contre, alors c'est là où je disais, c'est là où c'est important de ne pas se gourer, parce que si je dis ça diminue de 100%, il me faut 3 malades. J'inclus mes 3 malades, merde, ça ne diminue pas de 100%. Et bien, montrer qu'il n'y a pas de différence, là, peut être juste lié à un manque de puissance. Parce qu'il aurait fallu que je ne prenne pas 100%, mais voilà. Donc, c'est un pari, parce que si vous voulez être vraiment aller très vite, mettre pas beaucoup de malades, vous dites 100%, et si c'est pas 100%. Et si par contre vous dites, oh là là, on va dire que ça diminue 1% de différence. Comme ça, vraiment, même la plus petite des différences, je vais la montrer. Donc ça, je l'ai rentré aussi dans le bidule. 1%. Comme ça, si jamais ça allait réduire que de 30% et pas de 100%, je vais le montrer quand même. Avec 1% de différence, il faut 31 794 malades par bras. Donc, il ne faut pas se tromper et il faut trouver un truc pertinent. Il faut trouver un truc pertinent parce que montrer, même, admettons que je suis complètement psychotique et que je mette les 31 794 malades par bras, est-ce que ça aura un intérêt de montrer qu'il y a 1% de différence? Non, aucun. Bon, là, montrer 40% de diminution, bon, why not? Puis en plus, ceux qui sont regardés dans la littérature, c'est à peu près ce qui. Bon. Donc oui. Donc vous voyez, c'est un pari, c'est un calcul, et ça, c'est du pain béni pour eux. Parce que ça, à critiquer, c'est hyper facile. S'ils sont gourés, alors là, vous leur rentrez dedans en disant que c'est des glands, qu'ils n'avaient pas pris les bonnes revues de la littérature, et que machin, qu'ils se sont trompés, qu'ils manquent donc de puissance pour répondre que c'est terminé, que leur étude n'a vaut rien. S'ils ne se sont pas trompés, vous pouvez discuter le chiffre. Est-ce que c'est pertinent 40%? Est-ce que c'est pertinent 2%? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre plus grand? Parce que finalement, voilà, moi je suis en train d'essayer de monter un protocole, on s'est posé la question, on regarde le saignement opératoire sous antiagrégant plaquettaire, on a un groupe de référence qui a de l'aspirine, on prend un deuxième groupe où il y a de l'aspirine et du Plavix, et on va regarder. On s'est demandé quelle était, de façon clinique, on va essayer, bon, vous allez me dire c'est évident que c'est une plus sous Plavix, ben justement c'est pas si évident que ça, c'est pour ça qu'on fait le travail, mais de combien? Qu'est-ce qui est pertinent? Est-ce que si ça saigne 200 ml de plus, c'est pertinent? Sur un total de saignement de 400, passer de 400 à 600, pas sûr. Donc nous, on a plutôt pas dire, on va passer de 400 à 800. Ouais, là, 400 ml de plus, ouais, ça fait presque 1 kg, ça nous paraît. Voilà. Donc vous voyez, voilà, il y a la pertinence, puis le pourcentage. Mais il ne faut pas qu'on se gourre. Parce que si on prend passer de 400 à 800, et qu'en pratique, ça fait passer que de 400 à 600, on n'aura pas assez de sujets pour le montrer, on sera peut-être sous-puissant et on sera peut-être NS, alors qu'en fait, voilà. Et à l'inverse, si on passe de 400 à 600, là, on aura besoin de plus de sujets, plus petite réduction relative de risque, on va le montrer, mais quelqu'un nous dira, oui, mais votre truc, c'est pas pertinent, ça saigne 3 gouttes de plus, et alors? Donc ça, c'est un calcul, et ça, pour vous, c'est du pain béni à critiquer, c'est toujours critiquable. Même quand c'est parfait, c'est critiquable, on aurait pu dire, oui, mais moi, je pense que, voilà. Donc, posez-vous toujours la question si vous ne pouvez pas balancer une petite vacherie là-dessus, parce que... Non, mais bon, une petite vacherie, mais c'est aussi même pour vous pour réfléchir, hein, parce que c'est hyper important. Hein. Dans l'interprétation, c'est une des pierres angulaires de l'interprétation des résultats d'une étude, ça. Hein. Ce qui vous fait dire que, en fait, ce truc, vous n'allez pas l'appliquer chez vous, parce que, connerie. Ok. Commentez les résultats du tableau 2. Donc
là, on passe à la partie résultats. Alors, le VEMS en préopératoire, il était dans les deux groupes, c'était comparable. Alors, je t'arrête tout de suite, parce que n'oublions pas les bonnes vieilles habitudes de méthodologie, tout ça. Si on veut dire commenter les résultats du tableau 2, c'est un peu comme si on disait commenter l'imagerie suivante. C'est bien de dire le tableau 2 présente les résultats de en fonction de. Alors, ça représente les résultats de la spirométrie en préopératoire et en postopératoire à J1 et à J2. Oui, en fonction du groupe. PCA ou. Ok. Bah, c'est peut-être bête, mais ça vaut peut-être des points. Hein. Parce que c'est commenter les résultats d'un tableau, ça dit ce que c'est. Ça vaut peut-être des points, et ça, c'est très con de ne pas les avoir mis. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit le VEMS d'abord en préopératoire. Les groupes sont comparables, sauf que c'est pas significatif parce que le petit p est supérieur à 0,05. Oui. Et ensuite, à J1 et à J2, dans le groupe péridural, le VEMS est plus élevé dans le groupe péridural que dans le groupe PCA, et c'est significatif. Et il augmente entre J1 et J2. Aussi, oui. Sur la CVF, c'est à peu près identique dans les deux groupes et en préopératoire, et c'est significatif. Et entre J1 et J2, il est plus important, la CVF est plus importante dans le groupe péridural que dans le groupe PCA, et elle augmente entre J1 et J2, et c'est significatif. Par contre, le TIFNO, il est identique dans les deux groupes en préopératoire, mais c'est pas significatif. Et pareil à J1. Et à J2, c'est un petit peu moins bon dans le groupe péridural, et c'est significatif, mais alors, il reste néanmoins supérieur à 70%. À J2, c'est significatif? Ah non, il n'est pas significatif. Non, il reste pas significatif. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les P là? Pourquoi on dit que c'est statistiquement significatif si P est inférieur à 0,05? Oui, c'est le risque alpha. Non mais encore faut-il le dire, mais il y en a plein qui ne savent pas. 0,05 c'est 5%. Ça veut dire que le P calculé par mon test statistique, je reprends mes deux populations, j'ai mis ma courbe de Gauss de VEMS d'un côté et de l'autre, je fais un test qui me dit P égale tant, et si P est en dessous du risque alpha, comme on s'est fixé un risque alpha de 5%, on dit ah ben voilà, c'est statistiquement significatif. Alors c'est un peu vache parce que si vous êtes à 0,06, vous êtes à 6%, c'est-à-dire que vous avez 6% de chance de conclure, de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Pas de bol, le mec il a eu 5% de droit d'auteur, nanana, tout ça, on arrive, c'est 5%. Est-ce qu'il faut jeter complètement aux orties le machin qui a 0,06? Je vous laisse seul juge. Après, il faut bien fixer un cut-off, mais gardez à l'esprit que, bon, peut-être que là, c'est un petit manque de puissance, par exemple. Vous vous reposez la question du truc, si vous aviez inclus 20 malades de plus dans chaque groupe, est-ce que vous ne seriez pas à 0,049? Bon. Ou pas, mais peut-être que oui. Bon, donc là, en l'occurrence, les VEMS, donc là, ce tableau, il fallait bien le lire. Les P, c'est pour les lignes. Et pour comparer les malades entre eux, entre pré et post-op, c'est les petites étoiles, c'est marqué en bas, versus données pré-op. Donc le VEMS pré-op, pas différent entre les deux groupes. D'accord? La répartition des VEMS se chevauche allègrement, P0,71. Très bien. Le VEMS de J1 est effectivement statistiquement significativement plus important dans le groupe péridural, 0,03, 1,31 litres, versus 1,01. Justement, moi je pensais que parce que là les intervalles de confiance ils se chevauchent, on n'a pas, dans mon esprit, on pouvait pas conclure quoi. Non. Souviens-toi des courbes, elles ont le droit de se chevaucher un peu. Alors en plus, attention, c'est pas des intervalles de confiance, c'est des moyennes plus ou moins déviations standard. Ah, c'est là l'erreur, d'accord. L'intervalle de confiance, c'est quand tu calcules des risques relatifs. Ah ouais. Donc on n'est plus du tout sur le même truc, effectivement. Okay, c'est l'intervalle de confiance de risque relatif, voilà. Ou en fait, c'est même si les intervalles de confiance de risque relatif contiennent 1. Voilà, c'est-à-dire que si tu as un risque relatif, tu dis j'ai 2 fois plus de chances d'avoir un meilleur VMS, intervalle de confiance 0,5, 3.
bah, il y a 1 qui est dedans, c'est-à-dire que 1 c'est la nullité, donc là effectivement c'est mort. Donc voilà. Là attention, c'est des moyennes plus déviations standards. Ah, d'accord, ok, je me suis. Ça reflète ma dispersion autour de la moyenne. Donc on en revient à tout ce qu'on a dit. Voilà, ils ont estimé leur déviation standard à 45%. Ils ont le droit à cette déviation standard près. Ils nous disent que c'est statistiquement significatif. Ça se chevauche un peu, mais ils ont les moyens de dire que c'est différent. AJ2, pareil, 1,53 versus 1,13. Très bien. Alors, ces deux données, par rapport au pré-op, sont inférieures. Effectivement, 2,21 en pré-op versus 1,01 AJ1, 1,13 AJ2. Et dans l'autre groupe péridural, 2,27 en pré-op versus 1,31 et 1,53. Bon. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand vous vous faites opérer, vous avez un VMS plus bas, après, première donnée. Parce que là, on a décrit, maintenant, il faut un peu interpréter, commenter les résultats. Donc quand vous vous faites opérer d'une lobectomie avec une thoracotomie, vous avez un VMS qui baisse, à peu près divisé par 2. Quand même. Surtout dans le groupe PCA, c'est divisé par 2, dans l'autre, c'est un petit peu moins, mais quand même. Et puis, quand vous avez une péridurale, vous avez un meilleur VEMS en post-opératoire, AG1 et AJ2. Premier élément. La CV, pareil, ça baisse entre J1 et J2 si vous vous faites opérer. Enfin, ça baisse entre pré-op, J1 et J2 si vous vous faites opérer. Deuxièmement, la CV est un petit peu meilleure dans le groupe péridural que dans le groupe PCA, que ce soit AJ1 ou AJ2. Et le TIFNO, alors lui, est-ce qu'on est étonné qu'il n'y ait pas de différence? Pas vraiment, parce que comme c'est VMS sur CV, si vous faites varier les deux dans le même sens, le ratio reste stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre VMS baisse quand vous vous faites opérer, c'est pas que vous donnez obstructif. C'est pour ça qu'on a créé, enfin, pas moi, mais c'est pour ça que les gens ont créé le rapport de TIFNO, qui est un truc très intelligent. Si là, maintenant, je vous enlève un poumon, c'est évident que votre VMS, il va être divisé par 2. Je ne compte pas la thoracotomie machin, j'arrive à vous l'enlever par magie. Votre VMS va être divisé par 2 puisque votre capacité pulmonaire va être divisée par 2. Donc vous pourrez m'expirer en 1 seconde moitié moins que ce que vous pouviez faire une minute avant. Et pourtant, c'est pas que vous êtes obstructif, que vous avez du mal à le souffler, c'est que vous avez juste 2 fois moins de réserve. Donc votre CV aura aussi été divisé par 2 et donc votre rapport de TIFNO qui évalue l'obstruction sera pareil, il sera normal. Pour votre capacité pulmonaire divisée par 2, finalement, votre volume expiré est normal. Là, on a diminué la CV. Est-ce que ça vous étonne qu'on diminue la CV? Je vous rappelle qu'on enlève un lobe. Voilà. Alors par contre, ce qu'on pouvait dire, c'est que comment est la CV? Divisé par 2 aussi à peu près. 3,03 on passe à 1,33, c'est même plus que 2. Et dans l'autre, 3,23 on passe à 1,57, là c'est 2. Donc c'est-à-dire que quand on enlève un lobe, on divise par 2 la capacité vitale. Donc comme quoi il n'y a pas que... Ça c'est un commentaire qu'on pouvait faire. Si on enlève un poumon, je comprends. Quand on enlève qu'un lobe, parce que c'était les lobectomies, c'est pas normal. Si c'était juste ça. Bon, donc c'est qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et effectivement, quand on vous a ouvert, il y a une grosse cicatrice. Donc ça, je modifie les trucs, ça. Entre autres, vous n'arrivez pas à faire. Vous avez une thoracotomie. Donc forcément, votre CV vous respire avec des plus petits volumes pulmonaires. D'accord? Même si on était capable de. Et donc le TIFNO, il n'a aucune raison de varier. Vous soufflez moins vite, bah oui, mais vous aviez moins de réserve, parce que 1, vous enlevez un lobe, 2, vous avez des petits poumons, parce que vous avez du mal à faire une ampliation thoracique correcte. C'est bon pour l'analyse de ce tableau? Donc, en gros, on dit quoi? On dit quand on vous opère, vous avez un VMS plus bas et une CV plus bas, donc un TIFNO normal. Okay. Et puis quand vous avez une péridurale, visiblement, ça semble un petit peu moins altérer ces choses-là d'avoir une péridurale qu'une PCA. Voilà le tableau 2. Question numéro 5. Pourquoi les auteurs ne mettent-ils pas en avant le fait qu'elle permet un meilleur contrôle de l'analgésie post-op? On vous le disait, à T0, il y avait une EVA de 53 mm dans le groupe PCA contre 21, donc quand même une différence de 32 mm. Et à 2 heures, 37 versus 22, donc une différence de 15 mm. Donc j'ai justifié ça avec plusieurs arguments. Ah, très bien. Tout d'abord parce que ce n'était pas l'objectif de l'étude, donc la population cible n'a pas été déterminée pour ça. Alors, c'est tout à fait juste, sauf que si on s'arrêtait à ça, il n'y aurait plus aucun papier, mon ami. C'est-à-dire que ils auraient pu trouver ça, en plus ça sortait statistiquement significativement, ils ont eu du bol, ils sont suffisamment puissants pour le montrer. Crois-moi que même si ce n'était pas le but de l'étude, mais qu'il n'y avait pas ce que tu vas me dire après, qu'ils auraient dit « Regardez, c'est génial, la péridurale, vous avez moins mal ». Et finalement, quelque part, c'est intéressant aussi. Bon. Mais pourtant, ils n'en parlent pas, ou alors vraiment très peu dans les discussions, ils n'en parlent pas. Là, ils le mettent dans les résultats, ils le citent, mais alors, donc les autres arguments, c'est quoi? J'ai mis ici parce que le tableau ne décrit pas l'utilisation des coantalgiques. Or, ils ont précisé que pour toute EVA supérieure à 40, ils donnaient des coantalgiques, ils donnaient du kétoprophène. Donc là, on ne sait pas l'utilisation de kétoprophène dans un groupe ou dans l'autre comparativement.
Ouais. Donc ça fausse complètement les résultats des EVA. Ça se trouve, le VA qui est à 20, en fait, il était à plus de 40, on a donné du kétoprophène, il est diminué à 20, alors que l'autre, c'est un vrai 30, donc on ne peut pas les comparer à cause de ça, puisqu'on ne sait pas la répartition de kétoprophène entre les deux Alors, groupes. c'est vrai qu'on ne sait pas combien ils prennent de kétoprophène. Le problème, c'est que s'ils disent que quand tu as plus de 40, tu donnes du kétoprophène, si ça a été bien fait, logiquement, dans les deux groupes, quand tu as plus de 40, on donne du kétoprophène. Oui. Donc que ce Mais- soit mais peut-être péridural que- plus kétoprophène. Ce que je veux dire, c'est que dans les résultats, là, on ne sait pas, peut-être que le 30 de péridurale, c'est un 30 normal, et que le 20 de PCA, c'est en fait un 40 de PCA plus kétoprophène, qui lui donne un EVA à 20 avec le Oui, kétoprophène. et donc à ce moment-là, tu pourrais conclure que que péridurale ne fait pas mieux que PCA plus kétoprophène. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on sache Oui, comment est non, mais je l'utilisation suis du complètement kétoprophène. d'accord qu'il faudrait qu'on sache l'utilisation du kétoprophène. Mais à partir du moment où tu dis que dans les deux groupes, tu as le droit d'en donner si le VA est supérieur à 40, tu Oui. compares deux stratégies qui ne sont pas juste de la morphine versus une péridurale, je suis d'accord, c'est la stratégie autour de la PCA et la stratégie autour de la péridurale. Mais comme tu as le même médicament en D'accord. addition, Ok. pourrait, parce que là, ils ont 53, donc logiquement, ils ont déjà dû avoir du kétoprophène. Ils ont quand même 53, tu vois. Alors, s'il y avait que dans le groupe s'il y avait qu'un seul des deux groupes qui avait des traitements de rescue, oui, là, on pourra rien dire, enfin, ça serait n'importe quoi. Bon. Mais si les deux ont le même traitement de rescue et aux mêmes valeurs et au même seuil et au même machin, et que pourtant c'est statistiquement différent, alors après, oui, je suis d'accord avec toi qu'il faudrait qu'on le sache pour savoir s'ils l'ont effectivement reçu, parce que c'est pas parce que c'est prévu par le protocole que ça va être fait. Donc, à cette réserve près là, oui. Alors, est-ce qu'il y a encore Ensuite- une raison? Oui, non, j'en ai encore. Allons-y. Donc j'ai mis aussi cette différence de contrôle analgésique n'est valable que précocement, parce que le tableau 3 montre une différence significative de VA à H1 et à H0, une absence de différence significative après par la suite. Donc encore, il s'agit quand même de contrôle de douleur à plus long cours que simplement 2 heures. Donc dans la pratique, ça a un intérêt qui est quand même beaucoup plus limité. Oui, Et j'ai ça j'achète beaucoup par contre. Oui. Alors j'achète beaucoup parce qu'on parle de quoi? On parle d'une PCA, vous savez à quoi ça correspond, et une péridurale, vous savez aussi à quoi ça correspond. Si on parlait d'une perfusion dans laquelle on met poète A et poète B, pareil, pas d'effet secondaire, pas de machin, ben là on peut recommencer à négocier. Parce que d'accord, c'est que sur 2 heures, mais si finalement ça coûte pas plus cher, ça peut aussi bien tolérer que machin, pourquoi s'en priver? Maintenant, mettre une péri avec tout ce que ça implique, en termes de gestes, de risques, de surveillance, de grosses aiguilles, de machin, juste pour 2 heures, là non. D'accord? Donc c'est sûr que, tout à fait raison, c'est statistiquement, alors ça cette question elle était pour vous montrer la différence entre statistiquement significatif et pertinent. C'est pas parce que c'est statistiquement significatif que c'est pertinent. C'était statistiquement significatif. C'est pas pertinent d'aller mettre une péri que pour ça. Par contre, si c'était un médicament aussi bien toléré, aussi simple, aussi pas cher, aussi machin, bah, ce serait pertinent. D'accord. J'ai encore un autre Alors argument. allons-y. Et qui était un peu dans la même idée. Quand on regarde le tableau 3, on voit que le VA de la PCA reste stable dans le temps, sauf pour T0 qui est un peu plus élevé. Après, ça reste toujours à peu près la même valeur. Oui. Alors que le VA de la péridurale, elle augmente progressivement dans le temps, puisqu'elle commence à 21 à T0 pour finir à 31 à T36, et qu'on a arrêté l'analyse statistique à ce moment-là, et que s'il continue dans le temps, peut-être que ce rapport pourrait avoir tendance à s'inverser, puisque la PCA reste stable alors que la péridurale augmente. Et donc D'accord. sur du plus long terme encore, peut-être qu'en plus ce rapport pourrait s'inverser dans la prise en charge de l'EVA. L'idée est bonne. Attention. Primo, rien ne me dit que 31 plus ou moins 17 à T36 est statistiquement différent de 21 plus ou moins 24. Parce que si c'est la même chose, tout ce que tu me dis, c'est patatras. Et il n'y a pas de tests qui ont comparé 31 versus 21, parce que c'est pas le but, tout ça, il aurait fallu faire de l'ANOVA, du machin, du bidule, c'est des mesures répétées d'un même malade, c'est un test statistique complètement différent. C'est des analyses de variance, ça, bon. Bref, peu importe. Mais donc déjà, c'est vrai ce que tu dis, mais encore il faudrait montrer que 31 est vraiment différent de 21, ce qui n'est pas sûr. Sur 20 malades, pas sûr. Mais bon, pourquoi pas. Et puis deuxièmement, faut quand même aussi, c'est une thoracotomie, après H36 en général, la douleur... Voilà, et en général, même à J2, J3, on commence à arrêter la péridurale ou à arrêter la PCA parce que la douleur, elle fait un pic H24, maximum H36, puis après ça redescend. Donc c'est un peu vicieux d'imaginer que dans le groupe péridural, vous allez monter la douleur au 3e jour. Why not? On peut tout voir, mais bon. Mais l'idée était bonne. Alors par contre, moi j'avais vu un petit truc de plus, c'est que il y a une différence. Elle est statistiquement significative. Je suis un grand fou, j'estime que ça mérite de mettre une péridurale pour ça. Mais attention, il vous le disait, c'était la 4e ligne, c'est au prix d'une hypotension. Et là, il y a une petite étoile de général, c'est statistiquement significatif. Vous avez une hypotension à T2, 105 versus 124. Alors, est-ce que c'est pertinent tout ça? On peut en discuter, hein, mais il y a une hypotension. Donc ça, en plus, ça veut dire que pour avoir cette meilleure analgésie, il faut que je vous rende hypotendu. Ce qui est encore un facteur qui
et dire que vraiment ça vaut peut-être pas le coup de vous en mettre une juste pour ça. L'analyse était bonne. Cette constatation aurait-elle le même impact dans un groupe d'insuffisants rénaux? Moi je dis non, parce que de toute façon un tel sous-groupe est impossible, puisqu'on a fait, en critères d'exclusion, on a viré tous les insuffisants rénaux. D'accord, donc ce garçon est un pragmatique. D'accord, mais c'est du conditionnel. Projette-toi. Maintenant, imaginons, on refait un groupe, on fait la même chose, mais je prends les insuffisants rénaux. On y est presque, en plus. Ton premier point, là, c'est autour de ça que ça tourne. Tu m'as parlé de kétoprophène. Là, dans ces malades-là, on a dit que si ça avait encore mal, on mettait du kétoprophène. Et finalement, comme tu disais, les chiffres, ils étaient peut-être plus différents parce que j'avais mis du kétoprophène. En gros, je comparais PCA plus kétoprophène versus péridurale seul. Et je disais que les péridurales seules faisaient aussi bien que PCA plus kétoprophène. Sauf que si je prends un groupe d'insuffisants rénaux, est-ce que j'ai le droit de leur donner du kétoprophène? Non. Et du coup, peut-être que on démasque un effet supérieur à la PCA. C'est pour réfléchir. Je ne sais pas si on vous posera une question de telle façon, mais c'est pour vous réfléchir et vous faire comprendre les ficelles. Si je prends un groupe d'insuffisants rénaux, primo, j'ai plus le droit au kétoprophène. Donc là, alors en plus, comme ils ne nous disent rien sur la consommation, voilà. Et secondo, si j'ai un groupe d'insuffisants rénaux, les doses de morphine en PCA sont plus faibles, les intervalles sont encore plus longs parce que l'accumulation, machin, et donc, bon. Donc est-ce qu'il serait passé la même chose? Pas sûr. Peut-être que l'effet aurait été ce coup-ci plus grand et peut-être qu'il aurait été encore significatif à l'âge 12. Ou pas. Mais peut-être que oui, parce que j'avais pas le droit au camp antalgique. Alors vous auriez pu me répondre, oui, bah, à ce moment-là, j'aurais pris de l'accupant et puis bon, terminé. Ok, mais c'est pas la même chose, il aurait fallu le retester. Ok? Alors, question 6, un petit cadeau. Quelle est la principale limite de cette étude? Ils n'ont pas randomisé. Eh oui, ils n'ont pas randomisé. 3 points. Expliquez-en la principale conséquence. On en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Ça limite la comparabilité des groupes. Oui. Ils ont essayé de rendre comparables les groupes en faisant les appariements, mais c'est pas aussi bien que si on randomise. Tout à fait. Et donc, Ça introduit des biais de... Ça introduit des biais de sélection, 3 points. des biais d'évaluation. Donc tu m'as dit qu'on ne pouvait pas comparer les paramètres. 1 point de plus. C'est pas mal. Et puis on a un biais d'évaluation. Et Alors, ils ont apparié. Donc quand même, ils se sont dit, on va quand même essayer de faire des trucs un peu comparables. Ils ont apparié sur quoi? ils ont apparié sur l'âge. C'est pareil, ça pour vous, excuse-moi, c'est du pain béni, si vous avez ça, parce que vous pouvez critiquer. Pourquoi ces critères-là? Est-ce que ces critères-là sont pertinents avec ce qu'on observe? Pourquoi pas d'autres? Alors pourquoi pas d'autres? On a la réponse, parce que si vous voulez apparier sur 40 critères, il vous faut 25 ans, parce que pour en trouver 2 pareils, qui sont de 2 groupes différents, mais qui ont le même âge, le même sexe, le même poids, le même machin, le même truc, qui aiment tous les deux le même régime alimentaire, enfin bon voilà. Bon, après, il faut mieux randomiser, quoi. On se fait moins chier. D'accord? Donc, effectivement, plus vous avez de critères d'appariement, plus il va falloir faire tourner les chiffres pour arriver à sortir 2 patients. Voilà. Et moins vous en avez, plus c'est simple. Voire jusqu'à 0 critères d'appariement, vous prenez les premiers qui viennent. Mais à ce moment-là, vous vous exposez au risque que ça ne soit pas comparable. Donc, ils appariaient sur l'âge, le sexe, le score ASA et le VEMS prédit. Ouais. Alors ça, on peut le critiquer. Bon, est-ce que l'âge, c'est pertinent et c'est intéressant? Bon, oui, quand même. Probablement que si vous avez 95 ans ou 25 ans, vous n'aurez peut-être pas besoin des mêmes doses de morphinique. Bon, ouais, d'accord. Le sexe, ouais, c'est critère classique. Volume de distribution d'un homme, pas celui d'une femme. Ils n'ont pas besoin des mêmes doses. On ne réagit pas pareil. Les femmes sont moins douillettes, tout ça. Donc, oui. Le score ASA. Bah, c'est un peu le même combat. Vous êtes ASA 4 ou vous êtes ASA 1 bien portant, vous avez juste une lobectomie pour une bulle ou je sais pas quoi. Ou alors vous êtes un vieux grabataire fini, machin, vous n'allez pas avoir les mêmes métabolismes, les mêmes... Voilà, vous ne dormirez pas avec les mêmes choses, vous ne serez pas soulagé avec les mêmes quantités de produits, c'est difficilement comparable, donc d'accord. Le VMS, bah oui, parce qu'il s'intéresse à des données spirométriques. Donc c'est sûr que si vous voulez pas... C'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont dans le tableau 2 pas de différence en VMS pré-op, puisqu'ils ont apparié sur le VMS. Donc encore heureux qu'ils n'aient pas de différence pré-op. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas apparier. Parce que c'était un des critères d'appariement. Ça, c'est comment vous montrer que, voilà, c'est un peu pour nous enfler. Hein. Ils ont apparié dessus et ils montrent que, oh, regardez, on est très fort, on n'a pas de différence, on a des groupes comparables. Ben, les gars, vous avez apparié dessus. Heureusement.
mais encore faut-il y penser. Est-ce que t'as pas... Moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup, là, quand même. Moi, j'aurais bien aimé apparier sur... Alors, en plus, sur les 22 malades par groupe, ils nous disent, il y en a que 19 qui sont appariés sur les 4 critères, il y en a 3 qui sont appariés sur 3 critères, et puis en plus, ils ne nous disent pas lesquels. Ça, c'est un tout petit peu gênant aussi. Vous voyez que déjà, ils n'arrivent pas à faire 20 malades appariés sur 4 critères, alors imaginons sur 20 critères. Moi, il y a un critère que j'aimerais quand même vraiment avoir, là, et qu'ils n'ont pas mis. Bah, on les a, le VMS. VMS pré-op. Donc, on était en train de dire que toi, tu aurais bien aimé apparier sur le tabagisme. Ouais. Bon, peut-être. Ils ont des lobectomies. Alors, on n'a pas les critères démographiques, si on a on a l'âge, tout ça. Oui, on l'a. On n'a pas le tabac de tabac. Ah bah voilà, tabac paquet année. C'est pareil. Donc, ils n'ont pas apparié sur le tabac. Coup de bol, c'est pareil. Moi, il y a un autre truc de ce tableau-là. Alors, c'est pareil, le score ASAV, encore heureux que c'est pareil, puisqu'ils ont parié dessus. Moi, il y a un autre truc qui est dans ce tableau où ils ont une chance phénoménale que ce soit pareil. Et où moi, là, pour le coup, j'aurais apparié dessus, c'est le poids. Le BMI. Parce que si vous vous retrouviez, et vous pourriez, puisque c'est pas randomisé, ni apparier, avoir le groupe PCA qui est à 200 kg et l'autre groupe qui est à 40 kg, bah pour des consommations de morphine, bah ça n'a rien à voir, quoi. Alors, comme vous appariez sur l'âge et le sexe, certes, après c'est comme des facteurs confondants, c'est sûr que si vous êtes une femme de 25 ans, vous êtes apparié avec une femme de 25 ans, il y a plus de chances que vous ayez un poids proche qu'une femme de 90 ans et un jeune homme de 25 ans. C'est vrai. Mais néanmoins, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des femmes de 25 ans qui sont plus hautes que d'autres femmes de 25 ans. Donc voilà, pour évaluer les consommations de morphine, des trucs de douleur, de machin, et des données spirométriques, parce que si vous pesez 200 kg, votre CV, elle est forcément plus basse que si vous faites un poids normal. D'accord ? Donc, moi, j'aurais apparié sur le point. Hein. Ils ont du bol d'avoir les BMI identiques. Hein. D'accord ? Donc ça, c'était un exemple montrant les limites de l'appariement. Alors, pour vous montrer le truc et vous le démontrer par l'absurde, je vous l'avais promis tout à l'heure, donc je vais vous la faire. Pour vous montrer à quel point, même si on appariait sur 40 critères, on en trouverait encore d'autres. Alors, c'est un raisonnement un peu par l'absurde, je pousse le vice jusqu'au bout, mais c'est pour que ça vous marque et que vous compreniez bien. Là, on a dit on ne randomisait pas, on expliquait aux malades à quoi correspondait la PCA, à quoi correspondait l'anesthésie péridurale. On leur disait, monsieur, on est avec de la science, on ne peut vous recommander aucun des deux. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on sait, choisissez. Et vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche, de toute façon vous m'intéressez, quel que soit votre groupe. Vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes un phobique des aiguilles, et quand je vous dis, si je vous mets une péridurale, alors c'est une péridurale, il faut avoir vu, c'est une aiguille de tuyaurie, donc je peux vous voir à travers. Ou une PCA, bah c'est un petit 18 gauge sur l'avant des bras. Dans les deux cas, certes, il y a une aiguille, mais enfin bon, si vous êtes phobique des aiguilles, vous n'allez pas choisir la péridurale. Vous êtes d'accord avec moi? Je montre quoi? Que je montre que quand vous avez la péridurale, votre VMS est meilleur. Eh bien, je ne peux pas exclure que votre VMS est meilleur parce que vous avez moins peur des aiguilles. Je ne peux pas. Parce que très vraisemblablement, la proportion de malades qui a moins peur des aiguilles est plus élevée dans le groupe péridural que dans le groupe PCA. Puisque tous ceux qui ont trouvé des aiguilles ont été dans le groupe PCA. Eh bien, je ne peux pas. Si ça se trouve, le VMS est meilleur parce que vous avez moins peur des aiguilles. C'est débile. Mais méthodologiquement, je ne peux pas l'exclure. La seule façon, ça aurait été de randomiser. Parce que là, la proportion de malades qui a peur des aiguilles est la même dans les deux groupes. Si la randomisation est bien faite. Bon, donc là, je vous l'ai fait avec la peur des aiguilles, mais on peut trouver des trucs beaucoup plus pertinents et critiques, voire même des trucs qui sont des biais méthodologiques. D'accord? Donc voilà, donc la seule solution pour ne pas avoir de biais de sélection, c'est qu'il faut randomiser. Pas de questions? Question 7. Que pensez-vous de la structure et de la forme de cet article? Là, si vous tombez sur une question comme ça, bon, si c'est beau, c'est propre, vous le dites, mais en général, si on fait ça, c'est qu'on attend de vous et que c'est pas magnifique, parce que sinon... Alors la structure, déjà. La structure. Voilà. Bon, là, déjà, la structure classique est respectée. On est découpé en introduction. L'introduction permet de situer le sujet dans la littérature actuelle. Et en plus, il nous donne le but à la fin. Ça me va. Matériel et méthode, ils nous disent qui est étudié, l'inclusion, l'exclusion, les stats, ils justifient tout. Le calcul d'effectifs est décrit, ce qui est important. Ça me va aussi. Les résultats sont exposés de façon brute, très bien. Ils sont ensuite discutés et conclus. Bon, là, je vous l'avais viré la conclusion. Il y a un truc qui me gênait pour la structure. C'est qu'au tout début de la structure... Ah oui, donc pour la discussion, je répète la question. Pour la discussion, il y avait quelque chose qui te gênait dans la structure. Oui, c'est qu'au tout début
de la discussion, en fait, ils justifient pourquoi ils ont fait cette étude. Or ça a plutôt sa place en introduction et pas en discussion normalement. La réalisation de cette étude est justifiée par l'importance de l'altération des capacités, par l'influence que peut avoir la stratégie énergétique sur ceci. Et ça, pour moi, le petit paragraphe comme ça, il avait plus sa place en introduction, qui justifie pourquoi ils ont fait cette étude. Oui, ça peut. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans la discussion, au tout début, on reprend les principaux résultats. Le premier paragraphe d'une discussion, c'est on reprend les principaux résultats. Nous avons dans cette étude démontré que la péridurale améliorait les données spirométriques. Donc tu vois, ça, c'est pas une erreur, au contraire. On rappelle au lecteur. Là, ils disent, en gros, là, ils rappellent le but, quoi. Nous justifions notre étude en montrant que, ils auraient pu rajouter d'ailleurs qu'ils avaient montré que, et puis discuter après. Il ne faut pas faire 12 000 lignes là-dessus, ça ne me choque pas énorme. Après, c'est vrai que si tu es gêné par la place, parce que l'éditeur il te dit c'est 2500 mots dans l'article, tu le lis. Donc, la structure de l'article, globalement, quand même, elle est à peu près respectée. Alors, la structure, ok, je suis d'accord. La forme. C'est quoi la forme? Take the microphone. C'est quoi la forme? C'est le tableau et c'est tout. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Non, mais c'est vrai, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce qu'il y a des fautes, des incohérences? Sauf, moi, j'ai vu plusieurs articles où il y a des lapsus. Les mecs, ils te disent le groupe, ils te disent un groupe placebo, ils te disent le groupe traité, machin. Enfin. Moi, j'ai bien aimé l'analgésie complémentaire, ouais. maintenir une EVA supérieure à 30. Ouais. Donc là, il y avait une coquille. C'est promis, c'est pas moi qui l'ai mis. Alors, c'est lu et relu par les auteurs, c'est lu et relu par les reviewers, et ça, tu vois, vous voyez, il y en a toujours. Hein. Donc si vous faites un dire que dans votre copie, relisez-vous au moins une fois, parce que même quand c'est relu 10 fois, vous voyez, il y a encore des conneries comme ça. Quand vous tombez dessus, vous dites, mais c'est des débiles. Voilà, donc relisez-vous une fois dans votre copie, hein, fermez la parenthèse. Donc effectivement, déjà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que, bah, disons, les figures et les tableaux, ça te paraît bien? Trop petit, c'est quoi? Ouais, c'est un peu petit. Surtout, moi c'est le 3. Hein. Le tableau 3, il est vraiment petit, quoi. Ouais. C'est le tableau qui nous parle. Regardez, on se met là et on voit rien, quoi. Il y a 12 000 chiffres, c'est écrit tout petit. Enfin, pour moi, ce tableau-là, il mérite d'être 2 fois plus grand, quoi. Alors, il est petit comme ça parce que comme il y a 5 colonnes à mettre, enfin 5 temps T0 à T36 et qu'ils voulaient tout mettre sur une ligne, bah, à ce moment-là, ça n'aurait pas été plus intelligent de faire une courbe. Vous mettez 5 points. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez une courbe pleine pour le groupe PCA, une courbe en pointillé pour le groupe péridural, et vous nous montrez une courbe de VA avec 5 points. Et on voit bien que les courbes sont différentes. Enfin, c'est un petit peu plus graphiquement sympa que cette espèce avec des petites barres au-dessus pour les écarts types, au-dessus des points. Vous voyez ce que je veux dire comme genre de courbe, hein? Des courbes qui font ça, quoi. Alors c'est certes, c'est comme il y a EVA, FR, FC, PAS, il faut en faire 4, mais c'est pas grave, vous mettez 4. Et vous faites une courbe comme ça. Vous me dites, le VA, elle a été 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Ça, c'était le groupe, je sais pas, PCA. Et puis ici, c'était le groupe péridural. Donc on était là. On a dit que les courbes se rapprochaient et qu'elles étaient plus statistiquement différentes. Donc là, on avait une courbe pointillée. Donc c'est le coup où il y a les points comme ça. Comme on a les écarts types, ils nous mettent des petites barres comme ça, en général. Voilà. Et ici, ils mettent une petite étoile de général parce qu'ils disent que ça, c'est différent à T2. On comprend quand même vachement mieux que de lire un tableau plein de chiffres. Hein. Moi, perso, je comprends très bien, là, en plus que voilà, je comprends très bien que c'est moins et que c'est significatif. C'est un tout petit peu plus sexy, quand même, comme présentation des résultats. Enfin, moi, je trouve. Moi, ça m'a gêné, ce tableau. Enfin, j'ai mis 10 minutes à lire toutes les lignes, à revenir, comme toi, me dire 31 à la fin, alors mince, c'était combien au début, et on recommence, et on se relit la ligne 2 fois, alors que là, on comprend, quoi, ça versus ça, ouais. Donc ça, c'est un petit peu pas terrible. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors moi, il y a un gros truc qui m'a vraiment énervé. Pas vous? Moi, c'est la figure 1. Je vous rappelle que le critère principal de jugement de cette étude, c'était la durée de désaturation nocturne inférieure à 90%. Donc, pour l'instant, on n'en a toujours pas parlé. On a parlé de l'EVA, on a parlé de la spirométrie, mais ça, c'est les critères secondaires. Hein. Donc là, enfin, une figure qui nous parle du critère principal de jugement. Alors, cette figure 1... Alors, ça, c'est une critique méthodologique qu'il faut faire si ce n'est pas le cas, c'est que normalement, les figures doivent être... il doit y avoir des rappels dans le texte. C'est-à-dire que quand on vous dit CF figure 1. Si ce n'est pas mis, vous avez les figures en vrac, comme ça, et que ça vous devait demander... Voilà. Donc là, ils y sont. Donc, allons voir la phrase à laquelle se rapporte la figure 1. C'était... Je commence à mélanger toutes mes feuilles. Voilà. C'était au début des résultats. C'était les dernières lignes du paragraphe 3.2.
malgré cette oxygénothérapie plus élevée, parce qu'on vous a dit une PCA, pour maintenir une SAT supérieure à 95, il vous fallait 1 litre d'oxygène de plus, bon d'accord. Les patients du groupe PCA ont présenté des épisodes de désaturation nocturne inférieurs à 90% plus prolongés durant la première, 8,6 versus 1,3 minutes, P002, et la seconde nuit post-opératoire, 13,5 versus 0,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, quand vous aviez une PCA, vous aviez 8,6 minutes inférieures à 90, une péridurale 1,3 minutes, et quand vous avez la seconde nuit, 13,5 minutes versus 0,4 minutes. C'est significatif. Figure 1. Moi, je me dis, chouette, allons voir la figure 1. Et là, je tombe sur figure 1, et excusez-moi, alors déjà, on parlait de première et seconde nuit, j'ai J1, J2, J3, bon, soit, passons. Mais surtout, je regarde l'ordonnée, pourcentage de désaturation inférieur à 90%. Il n'y a toujours pas un truc qui vous choque? On venait de parler de durée. Et là, j'arrive à pourcentage. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que pourcentage de désaturation. Est-ce que c'est le pourcentage de temps où on désature? Donc genre, vous avez 10% de votre nuit versus, enfin 10% j'exagère, vous avez 0,1% de votre nuit versus 1% de votre nuit. Est-ce que c'est le pourcentage de malades qui ont désaturé? 0,1% des malades versus 1% des malades. Bref, on peut encore en imaginer plein de trucs comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire pourcentage de désaturation. Et quand on lit la légende, eh ben, c'est pas expliqué, parce que c'est pourcentage de désaturation nocturne, médiane, percentile. Donc, primo, c'est pas ce qu'on vient de lire dans le texte. On s'attendait à avoir une durée. Et secondo, c'est incompréhensible. Et c'est pas pareil de se dire si c'est le pourcentage total de malades qui a désaturé ou si c'est le pourcentage, la moyenne des pourcentages de la durée de la nuit. Me dire j'ai 0,1% des malades qui ont désaturé, je m'en fous. 1% des malades qui ont désaturé, c'est pas grand-chose. Dire par contre j'ai passé 1% de ma nuit à désaturer, c'est peut-être déjà pas la même chose. Et puis c'est pas une durée alors qu'on va en faire à une durée. Donc ça va pas. Ça, c'est pas possible. Moi, si j'étais reviveur de ce papier, là, moi, je leur renvoie le truc en disant 1, votre figure est incompréhensible, je ne sais pas ce que veut dire pourcentage, et 2, vous me parliez de durée, vous me montrez des durées. Et en plus, troisièmement, les mecs, ils tirent une balle dans le pied, parce qu'ils vous montrent que c'est statissimement significatif avec des belles colonnes différentes, tout ça. Ils ont mis des échelles logarithmiques. Vous voyez, ça passe de 0,01 à 0,1 à 1. Donc ça, c'est x10 à chaque fois. Et donc, en fait, ils disent, ouais, les colonnes, elles sont un peu différentes. Alors, en fait, elles sont méga différentes, parce que c'est 10 fois plus. Moi, si en plus, je voulais rendre mon truc vraiment sexy, j'aurais mis un truc... Bon, après, il ne faut pas que ce soit ridicule non plus, genre une colonne qui fait toute la page, mais si en plus vous voulez montrer que c'est différent, écrasez pas votre différence, surtout dans le deuxième truc là. Écrasez pas votre différence, mettez des échelles. Bref. Ça c'était annexe. Mais surtout, voilà, vous n'avez pas le droit de faire une référence à un truc qu'on ne comprend pas, et en plus, on attendait des durées, c'est pas des durées. Donc la figure 1 n'explique pas la phrase. Ça c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème, d'autant plus que c'est le critère principal de jugement, nom de Dieu. Ça serait un vague critère tertiaire, machin, avec une figure dans un coin, on dirait, bon, bah, celle-là, ils ont mieux fait de pas la mettre. Mais là, c'est le critère principal, on a lu l'étude pour ça. Moi, je trouve ça décevant. Très déçu. Très, très déçu. Voilà, donc voilà moi ce que j'avais dit. Après, on peut trouver plein d'autres trucs, mais les trucs principaux que moi j'avais vus, c'était ça. Je ne sais plus où j'en suis dans mes feuilles, tout va bien. C'est bien, heureusement, j'en ai des jaunes et des blanches. Ok, rédigeons une phrase à la place des auteurs la conclusion de cet article qui a été ici volontairement effacée. Alors, on ne se mouille pas, on fait factuel. Le critère principal, c'est ça. Et on ne parle pas de l'EVA, T0, T2, machin. Hein. Donc, l'analgésie péridurale comparée à la PCA diminue de façon significative les désaturations nocturnes. La durée des désaturations nocturnes. Ouais. On ne repart pas dans un pourcentage qui va venir. Donc la durée, oui, on le sait, hein, c'est 13 minutes versus 0,4 minutes. Au cours des 2 premières nuits post-opératoires d'une chirurgie de résection thoracique. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous disais tout à l'heure en petit aparté, les critères secondaires peuvent avoir une pertinence quand ils sont explicatifs du critère principal. Je vous ai dit ça. Donc là, on disait que le critère principal, c'était la durée de désaturation. Les critères secondaires, c'était par exemple le VEMS. Ouais, qui était Alors, significatif. On ne pourrait pas dire, par exemple, qu'on désature moins parce qu'on a une meilleure fonction respiratoire. C'est pas con, hein. Réfléchis, hein. Surtout, j'ai pris leur conclusion, alors. Non, mais voilà, ça, par exemple, c'est typiquement ce qu'on peut faire. Parce que c'est un critère secondaire qui explique le premier. Donc là, en l'occurrence, leur conclusion, c'était l'analgésie péridurale. Alors, je vous livre leur conclusion, vous allez voir à quel point, pour la question d'après, ils nous font des cadeaux, parce que c'est pour ça que je l'avais effacé, parce que c'est trop facile, je ne pouvais pas poser la 9. Donc, les auteurs disent, après tout ça,
L'analgésie péridurale thoracique semble, au terme de cette première approche, c'est eux, hein, c'est eux. Peut-être que c'est les reviewers qui leur ont dit écrivez ça parce que vraiment notre merde là, bref. Peut-être les reviewers qui leur ont dit d'être précis comme ça, mais d'être limiter la durée des désaturations nocturnes, notamment, parce que c'est pas que grâce à ça, mais notamment grâce à une récupération plus rapide des capacités respiratoires. Le tableau 2 qu'on a décrit tout à l'heure. Et il rajoute, et ça vous avez le droit parce qu'il y a une question entière sur la randomisation, ces résultats nécessitent une confirmation par des travaux randomisés. Ça, si vous avez un travail non randomisé et qu'on vous demande d'écrire une conclusion, mettez-le, enfin, vous n'aurez jamais faux. Hein. D'accord. Dernière question. Si vous étiez anesthésiste en chirurgie thoracique, déjà vous seriez content. Mais si, vous seriez content. Tu vas être chirurgien ? Mon Dieu, sors. Non mais toi, si tu es chirurgien, alors si chirurgien thoracique, tu pourrais dire à ton anesthésiste de l'autre côté du champ qui est en train de jouer au sudoku, quel impact sur l'analgésie post-opératoire de vos patients aurait la lecture de cet article ? Alors, quel impact sur l'analgésie ? Je ne veux pas qu'on revienne sur la description de l'analgésie, c'est en gros, pour la stratégie analgésique post-op, est-ce que cet article, en gros, te fait acheter la péridurale ? Est-ce qu'en gros, tu veux dire, voilà, maintenant, monsieur, c'est suffit, c'est moi qui décide, je vous donne une péridurale parce que j'ai lu l'article de monsieur Michelet, et vraiment, voilà. Oui, non, oui, pourquoi, peut-être, un peu, pas beaucoup. Explique. Moi, j'ai dit que non, cette étude n'aurait pas d'impact, éventuellement un impact très faible avec un intérêt à regarder les études futures. Oui. Mais que cette étude-là avait un niveau de preuve très faible, puisqu'il y avait déjà peu de patients, qu'il y avait de nombreux biais de méthodologie, dont l'absence de randomisation, mais en plus, on avait vu aussi donc, il y avait, le fait que c'était pas, qu'il y avait aussi un biais d'attrition parce que c'était pas en ITT, qu'il y avait un biais d'interprétation et d'autosuggestion parce que c'était pas en double aveugle, donc il y avait de nombreux biais qui disaient que cette étude était... Ouais, alors le biais de double aveugle, c'est vrai, c'est parfait quand on est double aveugle. Attention, c'est encore fait ça pour l'injection de pénicilline versus pas d'injection de pénicilline, parce que si tu veux faire le traitement du cancer de l'œsophage stade machin par chirurgie ou radiochimiothérapie, tu vas avoir du mal à faire un double aveugle, à moins d'ouvrir le thorax des gens que tu traites par radiochimiothérapie, d'attendre pendant 3 heures et de le refermer sans rien faire. Ce qui, je te l'avoue, au niveau du CPP, va avoir un petit peu de mal à passer. Donc le double aveugle, oui, quand on peut. C'est pareil. Là, on a fait du prospectif non randomisé, on dit c'est de la double orphelure randomisée. Attention, des fois, on ne peut pas faire autrement. Exemple, vous vous intéressez à la maladie Schmurz, où il y a 100 cas dans le monde. Vous voulez essayer de voir s'il y a un facteur de risque ou une association avec le diabète, ou j'en sais rien. Vous n'allez pas avoir tellement d'autres possibilités que de faire un cas témoin, hein, avec 100 cas dans le monde. Hein. Et ben, il ne faudra pas dire c'est de la daube, parce que avec 100 cas dans le monde, vous ne pourrez pas faire du prospectif randomisé. Il vous faudrait 25 000 ans. Non mais voilà, donc attention, certes, c'est pas forcément le meilleur niveau de preuve, mais est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Là, oui. Mais il faut y réfléchir. Donc le double aveugle, péri versus machin, alors oui, on peut te faire sortir un faux petit tuyau du dos et te mettre un faux petit tuyau dans une veine. Non mais c'est vrai. Ah non mais il y en a qui font, hein. Il y a des mecs, attends, moi, il y en a, ça va loin. Hein. Je viens de lire un papier où les gars, ils avaient comparé 2 stratégies au cours du SDRA. On vous met une assistance circulatoire avec un poumon artificiel ou on vous ventile mécaniquement. Et quand 6 mois plus tard, ils allaient voir les gens pour leur demander s'ils se sentaient mieux, s'ils arrivaient mieux à marcher, s'ils avaient repris le footing, le travail, le machin, quand le médecin arrivait, il y avait un mec qui passait la veille pour te mettre une fausse cicatrice dans le cou, parce que quand vous avez l'assistance, tu avais une cicatrice dans le cou. Et si tu étais dans le groupe, on mettait une fausse... Donc tout le monde avait une cicatrice. Là, ça va loin, les mecs... Oui, mais déjà, il y avait l'aveugle du médecin recueilleur, tu vois, pour qu'ils soient indépendants. Donc ça peut aller loin. Les mecs, ils peuvent être un peu barrés. Bon, mais des fois, voilà, là, entre avoir une péri... En plus, la péri thoracique, en général, on peut te la mettre quand tu es vigile. Donc en général, tu le sens passer. Donc c'est pareil, faire de l'aveugle avec une péri versus une PCA, c'est quasiment impossible. Donc dire ça serait mieux si c'était un aveugle, attention, parce que le correcteur il peut vous dire exagère pas coco, ne recrache pas du cours tout appris, t'as pas compris ce qu'on a fait. Bah, par contre après, intention traitée randomisée, là j'achète à 100%, mais le coup de l'aveugle à tempérer. Oui. Et j'ai mis aussi parce que la population de l'étude n'est pas extrapolable à la population générale. Ouais, alors ça c'est tout le temps vrai. Non mais ça, il faut que vous en soyez courant. Hein. C'est-à-dire qu'on prescrit tous les médicaments, on vous les apprend dans toutes les autres confs parce qu'ils sont super bien quand il y a des essais qui montrent qu'ils sont mieux, ce qui est loin d'être le cas tout le temps. Et en plus, c'est des populations qui sont toujours sélectionnées. Toujours. Vous, ce qu'on vous demandera dans la critique, c'est est-ce que c'est trop sélectionné ou c'est normalement sélectionné ? Ça, c'était la question qu'on a posée sur les critères d'exclusion. Si on se limite à la première partie, on va dire, bon, c'est à peu près normalement sélectionné. C'est pareil, hein. Vous avez tous déjà donné des antibiotiques à une femme enceinte. Il n'y a pas d'études sur les femmes enceintes. C'est pas éthique, il n'y a jamais d'études. C'est toujours dans les critères d'exclusion, le moins de 18 ans, les femmes enceintes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de données manquantes en pédiatrie sur certains médicaments ou chez la femme enceinte.
On sait juste que c'est pas tératogène chez l'animal, bah allons-y, tentons. Mais voilà, non mais c'est pas la population générale, parce que si vous êtes gynéco, le clamoxyle dans la cervicite ou je sais pas quoi, très bien, mais chez ma femme enceinte, je sais pas. Donc c'est vrai aussi ce que tu dis, mais malheureusement, alors ou tu nous le ressors tout le temps, pourquoi pas, ou voilà, mais malheureusement c'est vrai tout le temps. Par contre, si vous avez des critères d'exclusion démesurément allongés, là oui, vous le dites, ils ont tellement restreint la population que c'est ridicule. On peut un tout petit peu atténuer ça en étant un tout petit peu plus soft, en disant que ça ne s'applique pas forcément à ta population. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous êtes spécialiste parce que vous êtes le centre français qui soigne ces malades-là insuffisants rénaux en plus, parce que vous êtes les seuls à savoir faire la dialyse par exemple, ça ne s'applique pas forcément à la population. Donc c'est vrai que plus tu sélectionnes, moins ça s'applique à peut-être ta population ou à la population générale, effectivement. Bon là on a vu qu'ils étaient sélectionnés, mais finalement pas plus que ça. Parce que le retrait du cathéter, tout ça, on en a parlé, ça c'est un autre problème, mais finalement ils ont exclu les insuffisants cardiaques sévères, les insuffisants hépatiques sévères, les insuffisants rénaux chroniques sévères, les femmes enceintes, les moins de 18 ans, les allergiques à la lidocaïne ou machin, ce qui est rarissime, donc bon. D'accord, c'est pas la population générale, mais c'est quand même la majorité des malades. Mais il y a des études, j'en reviens toujours sur la même, mais on l'a descendu cet après-midi en biblio, c'était un cauchemar, pendant c'est un Lancet. Il y a des études, ils partent de 800 malades éligibles, et ils arrivent à 60 malades par bras. Maintenant, les grandes revues vous obligent à dire pourquoi vous ne les incluez pas, et c'est risible. Et il y a des New England comme ça aussi. Hein. Et là, tu peux dire, attendez, pour faire 120 malades, vous en avez screené 800. Mais moi, je soigne les 800. Je ne soigne pas que les 120. Donc, est-ce que votre résultat sur 120, il est applicable sur les 800? Très vraisemblablement que non. Donc là, c'est intéressant de savoir combien ils en ont screené et combien ils en ont pris à la fin. Ce qu'on appelle le flowchart, vous savez, la figure où combien on en part, combien on élimine à chaque fois. Ça, si ça y est pas ou si c'est pas décrit, c'est intéressant aussi à dire. Certes, vous en avez pris 22, mais combien vous en avez screené? Là, il le disait, je crois. Sur 80 malades éligibles, je crois, ou 100 malades éligibles. Ouais, 100 malades éligibles, ils en prennent 40, la moitié. Bon. On aurait pu s'attendre un peu plus, mais finalement, la moitié, vous voyez, il y a des fois, on part de 800, on arrive à 100. Donc, D'accord. Et alors, la dernière chose qui manque de la réponse pour qu'elle soit parfaite, mais c'est bien, tu avais déjà trouvé pas mal de choses à dire, c'est ce que je vous disais, c'est la pertinence. D'accord. La péridurale réduit le temps de saturation. C'est vrai, ça, pour le coup, ils l'ont montré, alors on pourrait faire du randomisé, du machin, mais quand même, globalement, j'y crois. Ça, j'y crois. Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on a plus de complications? Est-ce qu'on meurt plus? Est-ce qu'on a une réhabilitation impactée? Est-ce qu'on sort plus lentement de l'hôpital? Est-ce qu'on a plus d'infections respiratoires quand on désature 13 minutes versus 0,4 minutes? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Peut-être que non. Et ça aurait été bien de le voir. Alors, bien évidemment, avec 22 malades, ils ne sont pas assez puissants pour regarder complications respiratoires, un type d'infection, un type de maux de tête, de j'en sais rien, toutes les complications d'une désaturation ou d'un machin. Mais sur une grande cohorte, il faut absolument regarder ça. Parce que c'est ça qui est intéressant, finalement. Parce que moi, le malade, quand il vient en consultation, je peux lui dire, monsieur, je peux vous faire une péridurale, vous aurez plus 13, mais 0,4 minutes de désaturation nocturne. Ils sont en balance. Par contre, si je lui dis, parce que c'est l'explication, comme on disait tout à l'heure, mais je lui dis que du coup, il fera moins de complications respiratoires, mais ça relève, c'est pas le même effectif. C'est pour ça qu'il nous dit, il semble en préliminaire que, il faudra le refaire avec plus de malades et avec des autres comme un peu plus pertinent. Là, d'accord. Donc, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Y a-t-il un impact sur la morbidité? Est-ce que vous allez plus en réa quand vous désaturez? Est-ce que vous avez plus de complications? Est-ce que vous avez des syndromes désagréables quelconques? Est-ce que, voilà, ça on ne sait pas. Ça, c'est un grand problème. Donc, effectivement, juste réduire la durée de désaturation, moi aussi, je suis comme toi, c'est insuffisant pour modifier mes pratiques. Si j'étais un believer, si je croyais déjà à la péridurale, je rajoute ça dans mon arsenal. C'est-à-dire que j'avais déjà la liste des avantages, je rajoute ça. Vous aurez probablement de meilleures fonctions respiratoires les 2 premiers jours. Si j'étais un détracteur, je dis ça ne suffit pas pour me faire changer. Si j'étais objectif, je le rajoute dans l'information au malade et point, mais ça ne m'impose pas de lui dire c'est ça qu'on va vous faire. Il faut refaire l'étude randomisée avec un autre outcome, peut-être les pneumopathies, parce que effectivement on disait, vous avez un meilleur VMS, probablement que vous ampliez, et un meilleur CV, probablement que vous ampliez mieux, et on sait parfaitement que quand vous ampliez mieux, vous avez moins d'atelectasie, moins d'infection pulmonaire. Mais ça, c'est pas 22 malades qu'il faut, vous imaginez bien. Ça mériterait par exemple d'être fait. D'accord, donc cette étude en fait ne permet de conclure que la physiologie respiratoire est sans doute moins entravée chez le patient porteur d'une péridurale lorsque celui-ci a bénéficié d'une lobectomie. Pneumonectomie, je ne sais pas. C'était que des lobectomies.
Il s'agit donc d'une technique qu'il est licite de proposer en patient, on lui présente cet avantage supplémentaire, mais il n'en demeure pas moins que c'est une technique invasive qui nécessite une formation du médecin anesthésiste et du personnel infirmier qui prendra ensuite en charge le malade, alors que toutes les structures sont à même de proposer la PCA. De même, ça comporte des effets secondaires, dont certains sont potentiellement graves. Cette étude ne les a pas du tout colligés. On ne sait pas s'ils ont fait des brèches, on ne sait pas s'il y a eu des problèmes hémorragiques, on ne sait pas s'il y a eu des paraplégies, des machins, on ne sait pas ça. Bon, 122 malades, j'espère pas, mais si vous faites une étude sur 5000, il faudra colliger ça absolument. Hein. Le seul effet secondaire qui collige, c'est l'hypotension finalement. Il serait intéressant de disposer d'une étude comparant ces deux choses-là en termes de pourcentage d'échecs, de fréquence des effets secondaires, parce qu'avant de dire qu'il faut le donner à tout le monde, c'est intéressant de savoir aussi. En conséquence, c'est une technique qu'il convient de proposer au patient et de lui expliquer attentivement en précisant ses avantages, notamment la préservation de meilleures fonctions respiratoires, ok, ça d'accord, mais sans qu'une étude solide de mon niveau de preuve nous démontre qu'il y a un gain indéniable devant faire réaliser une péridurale et devant la transformer en technique de référence pour toutes les lobectomies. D'accord ? Ça, je vous conseille pour la LCA de le faire et plus tard pour votre biblio ou dans votre vie ou quand vous lisez un article, mais même dans votre biblio, quand vous faites votre première biblio, pensez à moi, à votre dernière diapo, vous faites ça, d'ailleurs, vous allez en remettre plein la vue. Vous mettez comme titre de votre dernière diapo, cet article va-t-il modifier mes pratiques ? Et sur la diapo, vous y répondez. Une fois que vous avez fait tout ce qu'on vient de faire, vous finissez par « et alors ?» Voilà, et c'est ce qu'on vient de faire dans la conclusion. Là, finalement, au final, ça ne modifie pas mes pratiques. Ça rajoute un petit argument supplémentaire sur les fonctions respiratoires, mais c'est bien insuffisant pour savoir si ça a un gain indéniable. Et encore une fois, attention, si on en revenait à nos médicaments pareils, je le donnerais, mais finalement le deuxième, mais face aux inconvénients de cette technique, et en plus aux effets secondaires qui ne sont pas colligés, ça ne suffit pas à me dire que j'en donne à tout le monde. Ah, voilà.